Bonsoir à tout le monde et bienvenue à la 6e édition de l'Apéro de Faille, en collaboration avec le pôle Innovation Finance qui nous auberge ici, au Palais Brognard, et initiative de l'Institut de cryptoactifs basé à La Défense. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'héberger deux exposés. Le premier par Cypher Lab, et je suis très content que Thomas Houssenet soit ici, parce qu'il est aussi un représentant de l'association étudiante Cryptosphère, du pôle Léonard Vinci, en particulier de l'école d'ingénieurs de Vinci, les Sylves. Et donc là, c'est la preuve qu'on n'a pas seulement fondé une majeure fintech, mais on a aussi, disons, développé et créé un environnement pour, en fait, donner suite à des startups qui ont des idées originales et intéressantes. Et aujourd'hui, il va nous présenter un protocole des signatures d'anneaux, qui, bon, Thomas il va rentrer dans le sujet tout de suite. Le deuxième exposé sera donné par une autre startup qui s'appelle Sunzu Labs et qui va donner une méthode d'estimation sur des processus avec mémoire avec d'applications sur le marché crypto. Je laisse la parole à Thomas. Comme d'habitude, n'hésite pas à s'interrompre, c'est-à-dire qu'on va avoir une approche plutôt interactive et du coup des questions. Et on va peut-être... Ok, on va commencer. Super. Merci Martino pour cette introduction. Le plaisir est partagé, ça me fait plaisir d'être ici. Alors, Alice's Ring, qu'est-ce que c'est ? C'est un protocole pour faire des preuves d'appartenance à un groupe. Et je pense que, comme c'est interactif, j'ai déjà commencé par une question. Qui ici est à l'aise avec tout ce qui est cryptographie sur courbe elliptique ? Ou du moins qui n'est pas à l'aise avec ces sujets-là ? C'est ça, c'est bon. Non. Du coup, comment va se dérouler la présentation ? Je vais faire quelques introductions, on va dire, à certaines primitives cryptographiques qui sont nécessaires en fait pour comprendre ce qu'on cherche à résoudre avec ce protocole. Et ensuite, je vais dérouler sur qu'est-ce que sont les preuves d'appartenance à un groupe, les problèmes que ça pose sur la blockchain publique, ce qui a été fait, notamment les différents travaux, en quoi on utilise les signatures en anneau, pourquoi ces signatures en anneau là, et les mécanismes du protocole. Alors, la base de la réflexion est basée sur la cryptographie à courbe elliptique. Et pour comprendre cette cryptographie à courbe elliptique, il convient de comprendre ce que c'est qu'une courbe elliptique. Une courbe elliptique, c'est un ensemble de points qui sont définis par deux équations. Donc la première, y carré est égal à x cube plus ax plus b, donc qui est la forme générale, et la seconde qui est que 4a cube plus 27b carré est différent de 0. La deuxième équation permet d'éviter qu'il y ait des points de croisement en fait, sur la courbe, ce qui est une propriété qui est importante d'un point de vue cryptographique. Les caractéristiques clés, c'est qu'elles ne sont pas singulières, c'est-à-dire que le discriminant ne vaut pas 0, qu'il y a une symétrie, c'est-à-dire qu'un point x et un point y, s'ils existent sur la courbe, alors le couple de points x moins y existe aussi, et qu'on a une loi de groupe, c'est-à-dire qu'on peut définir un ensemble de groupes, et cet ensemble de groupes peut être sous-défini. Donc on utilise ça en cryptographie sur courbe elliptique avec des champs finis premiers, donc avec un champ qui est engendré par fp, et l'ensemble des points qu'on utilise sont générés par le sous-groupe qui est lui-même généré par le point G. Et toutes les opérations sont performées modulo P. On travaille sur de l'arithmétique modulaire. Alors, la cryptographie sur courbe elliptique, c'est une famille de protocoles de cryptographie asymétrique qui reposent sur les courbes elliptiques. La sécurité, elle est basée sur le problème du logarithme discret, c'est-à-dire qu'il est compliqué et actuellement infaisable de calculer un logarithme à partir des informations qu'on a. C'est un problème qui sera plus infaisable avec l'arrivée de l'ordinateur quantique. Donc c'est quelque chose qui est important à garder dans un coin de sa tête. Et l'avantage, c'est que les clés qu'on a sur ce type de protocoles cryptographiques sont beaucoup plus courtes que sur RSA, ce qui est vraiment pratique pour des systèmes embarqués ou pour la blockchain. En blockchain, quasiment toutes les blockchains utilisent de la cryptographie à courbe elliptique. Si vous avez un peu de connaissance, vous savez que Bitcoin utilise SECP 256K1, que toutes les blockchains EVM l'utilisent. Donc en fait, 95% de l'écosystème crypto est basé sur cette courbe elliptique-là. Il y en a d'autres qui sont utilisées, mais celle-là, c'est la plus répandue. Donc à quoi ça nous sert, la cryptographie à courbe elliptique ? Ça nous sert à dériver votre paire de clés publiques-privées. En fait, tout ça, c'est basé là-dessus. Et ça vous permet de vous authentifier au niveau du réseau via des process de signature. Une
dernier point, qui lui sera le plus complexe, c'est ce qu'on appelle le pairing sur courbe elliptique. Donc ça permet, pour faire très simplement, à partir de 2 points, retrouver un point sur cette courbe-là. À quoi ça sert ? Ça sert surtout à faire des ZK-proof, des signatures plus short via BLS, enfin plus courtes via BLS, et c'est un sujet qui est très à la mode, on va dire, sur l'écosystème Ethereum, notamment sur la roadmap de TH 2.0, avec tout ce qui va être l'approche roll-up via les ZK et l'usage des signatures BLS pour réduire les contraintes sur les nœuds, parce que ça permet de, en gros, concaténer plusieurs signatures en une seule. L'utilisation des preuves d'appartenance à un groupe, c'est quelque chose qui peut paraître comme ça un peu, comment dire, oui, ésotérique, qui fait sens, mais c'est quelque chose qui est très utilisé en fait dans tous les services web actuels, que ce soit pour tout ce qui soit access control, data security, les contenus personnalisés. Donc si vous allez sur Netflix, on vérifie que vous faites bien partie soit du groupe des personnes qui ont pris un abonnement premium, soit de l'autre groupe. Si vous allez sur Amazon et que vous utilisez la stack qui est IAM, c'est basé là-dessus. Sur YouTube, Facebook, Twitter, quand vous avez du contenu qui est personnalisé, c'est en fonction de vos appartenances à différents groupes. Donc si vous suivez cette personne-là, si vous avez liké ce post-là. Donc en fait, c'est quelque chose qui est utilisé, on va dire, de manière générique, mais dont peu de personnes en fait ont le souci sur des services Web 2, parce que la réalité, c'est que la donnée, elle est conservée par le provider du service. C'est-à-dire que quand vous êtes sur Twitter, vous n'en avez pas grand-chose à faire que Twitter sache qui vous êtes, parce que c'est eux qui conservent la donnée. Donc le cloisonnement de cette donnée-là fait que c'est pas compliqué en soi et qu'il n'y a pas un réel besoin de privacy. La réalité, c'est que le seul moment où ces données leak, c'est quand il y a un hack. Le problème, c'est que sur des blockchains publiques, l'information, elle est publique. Et donc, si vous utilisez votre adresse pour faire des interactions avec la vie réelle, que ce soit via des plateformes de ticketing, vous lâchez de l'information. Là, par exemple, très simplement, en allant sur des banks, vous pouvez copier-coller une adresse, voir l'ensemble des positions qu'ils ont en DeFi, voir l'ensemble de leurs NFT, et vous collectez de l'information. Et comme le dit Satoshi dans le white paper, la privacy qui est innée aux blockchains publiques, elle est due au pseudonymat qui est fourni par ces paires de clés publiques-privées. Si vous rompez le lien, je peux savoir tout sur vous et sur votre activité on-chain. Donc, il y a un vrai risque en fait de partager ces données-là, et il y a un risque pour votre personne. On peut très bien imaginer qu'un individu malveillant en veuille à votre personne parce que vous avez 2 millions et quelques sur Ethereum, et il faut trouver des solutions à ce problème-là. Et comme de plus en plus de startups, etc., commencent à utiliser les public blockchain pour, je l'ai dit, du ticketing, vous faites très rapidement le lien entre une adresse et une personne. Il y a eu du travail qui a été fait pour résoudre ce problème-là, donc en utilisant des Zero Knowledge Proof. Je pense notamment à 2 protocoles, donc Semaphore et Sysmo. Semaphore qui est développé par PSE, donc un département de la Fondation Ethereum, et Sysmo qui malheureusement est une startup française qui a mis la clé sur la porte en décembre. Ce qui est commun en fait entre ces deux protocoles, et ce qu'on pourrait considérer comme une approche globale pour l'utilisation des ZK Snark sur cette thématique de prouver l'appartenance à un groupe, c'est que c'est bien, mais il y a des vraies contraintes qui sont dues au blockchain public. Notamment que les courbes elliptiques, donc c'est pour ça que je vous ai expliqué avant, qui sont la plupart du temps utilisées, sont pas friendly pour du pairing. C'est-à-dire que c'est compliqué de faire des ZK sur la courbe elliptique de Bitcoin. C'est compliqué de faire des ZK sur Edward 255-19. Et ça entraîne des soucis d'un point de vue UX, UI. Faut savoir que la privacy, c'est pas quelque chose que les gens recherchent naturellement, et que si vous imposez des contraintes à l'utilisateur en lui disant que vous devez sauvegarder un deuxième wallet, que vous devez en fait tout faire en double, ça va pas les pousser à aller faire des solutions de privacy. Donc comment ces protocoles fonctionnent ? La plupart du temps, ils utilisent une courbe elliptique différente qui s'appelle Baby Job Job, qui elle est adaptée au pairing, et ça pose des problèmes au niveau de l'UX. À côté de ça, c'est compliqué aussi de lier le monde blockchain et le monde de leur protocole, étant donné qu'en fait, il n'y a pas de lien direct. Donc si on prend l'exemple de Semaphore, comment ça se compose ? Il y a 3 parties. Il y a une partie qu'ils appellent la Semaphore Identity, qui est en fait définie par une paire de clés publiques-privées et un public commitment. Cette paire de clés publiques-privées, elle est basée sur Baby Job Job, donc cette courbe elliptique qui est simple et facile à utiliser pour du pairing, et ils utilisent le hash Poseidon.
Il faut savoir que cette courbe BabyJobJob n'est pas supportée nativement par Ethereum et que le hash Poséidon, d'un point de vue de l'efficience au niveau des gaz, c'est pas ce qui se fait de mieux. Sur Ethereum, on n'utilise que Chak, et que Chak coûte beaucoup moins cher à computer que ce hash Poséidon. À côté de ça, ils ont ce qu'ils appellent des groupes, donc qui sont des Merkle Tree, et vous utilisez du coup des preuves que vous êtes bien dans ce Merkle Tree pour prouver votre possession à un groupe. Et la preuve en elle-même, du coup, c'est que l'utilisateur fait partie de ce groupe et que l'utilisateur qui a envoyé le message est bien dans le groupe. Et c'est bien lui qui a émis cette preuve. Et il rajoute à cela un nullifier qui permet en fait de vérifier si cette preuve a déjà été vérifiée ou non. Le problème, c'est que vous avez une phase de trusted setup, c'est-à-dire que avant de lancer le protocole, vous devez faire des calculs qui sont très importants dans cette phase préparatoire, parce que s'il y a de la donnée qui est leak, vous perdez l'intérêt en fait des zero knowledge. Vous pouvez remonter les preuves. Votre UX/UI, elle est beaucoup plus compliquée parce que vous arrivez du coup à devoir sauvegarder 2 paires de clés. Donc vous avez votre wallet, vous avez votre fond, plus votre wallet sémaphore que vous devez aussi conserver avec la même rigueur que le wallet où vous avez votre fond. Et créer des groupes coûte cher. Moi, je me suis intéressé un peu, j'ai essayé. Pour créer un groupe sur sémaphore, c'est au minimum 0,1 Ether. Au cours actuel, c'est $350. Et je l'ai déjà dit, mais c'est compliqué de lier votre utilisation de la blockchain à ce protocole-là. Parce que vous n'êtes pas sur les mêmes courbes, et en fait, c'est 2 univers totalement distincts et qui ne peuvent pas communiquer entre eux. Donc, pour résumer, l'utilisation des zk-SNARK pour ce type de use case est en théorie très robuste, étant donné que vous ne cliquez aucune info. En pratique, c'est faisable, mais avec des contraintes qui sont du coup de changer vos courbes elliptiques et du coup d'utiliser d'autres principes cryptographiques qui ne sont pas inhérents à la blockchain. Au niveau de votre user experience, vous rajoutez des contraintes, sauvegarder un wallet, payer 350 € pour utiliser votre protocole, et on se rend compte en fait qu'il existe des schémas cryptographiques différents qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, en fait, apporter ce même concept d'anonymité sur la preuve d'appartenance à un groupe. Pour ce faire, nous, du coup, on est basé sur les signatures en anneau. Qu'est-ce que c'est une signature en anneau? Ça vous permet de prouver que vous que vous faites partie d'un groupe et de signer un message au nom de ce groupe. Donc ici, je pourrais faire une signature en anneau, comme quoi j'étais bien à l'apéro DeFi, la 6e édition, avec toutes vos clés publiques. Et quand vous vérifierez ceci, vous pouvez être sûr que j'étais bien dans ce groupe-là, mais vous ne pouvez pas savoir qui je suis. Donc l'anonymat se fait non pas par la robustesse d'un protocole en zero knowledge, mais bien par noyer en fait l'information avec d'autres personnes. Donc ça permet d'avoir une anonymité qui est donc de 1 sur n. Vous êtes une personne parmi l'anneau et une vérifiabilité, donc que vous participez bien, que vous êtes bien dans cet anneau et que vous possédez bien une clé privée associée à cet anneau. Dans les blockchains, ça est utilisé surtout par Monero. Ça permet d'anonymiser en fait la personne qui envoie une transaction. À la place d'envoyer une simple signature via ECDSA, vous envoyez une signature en anneau et on ne sait pas en fait qui est le wallet qui a envoyé la transaction. Même si sur Monero, on est sur un modèle d'UTXO et pas de compte. Ce qui est bien aussi, c'est que ce protocole de signature ont plein de variantes. Vous avez des variantes qui permettent de ne pas lier une signature à une autre. C'est-à-dire qu'une signature est unique et vous ne pouvez pas savoir si une même personne a émis une autre signature, ce qui est pratique pour les preuves d'appartenance à un groupe. Vous pouvez les lier, savoir que la même personne a émis cette signature-là et cette signature-là. Vous pouvez les tracer. Donc là, c'est un peu comme le fait des lier, mais c'est par rapport au groupe en général. Et vous pouvez rajouter un seuil, donc avoir au minimum 3 clés privées sur votre anneau de 10 personnes. Donc ça a des applications qui peuvent découler en fait de chacune de ces variantes, que ce soit pour vérifier de l'information avec des systèmes d'identité décentralisés, pour voter, pour faire des ventes aux enchères, pour des multisigs. Pourquoi c'est intéressant d'utiliser les signatures en anneau sur ce type de protocole? Parce que nativement, en fait, ça sert de preuve d'appartenance à un groupe. Vous signez un message au nom d'un groupe. La signature en elle-même, enfin l'anneau en lui-même représente le groupe, et elle prouve que la personne qui a signé possède bien une clé privée. Donc vous vérifiez en fait l'accès au compte qui possède les fonds via cette signature. C'est aussi intéressant parce que ça ne repose aucunement sur des fonctionnalités d'une certaine VM. Vous pouvez l'utiliser sur n'importe quelle blockchain, que ce soit sur Ethereum, vous pouvez en utiliser sur Bitcoin, sur XRPL, sur SUI, enfin n'importe quelle blockchain en fait, tant qu'elle a un système de cryptographie asymétrique, peut utiliser des signatures en anneau. Et là où c'est intéressant, c'est que le groupe peut définir des caractéristiques. Si dans cette salle-là, on possède tous 5 Ethers, je peux vous prouver que je possède 5 Ethers sans vous donner mon adresse. Et vous pouvez être sûr à 100% que je possède bien ces 5 Ethers. Parce que rien ne vous empêche de vérifier que toutes les adresses dans l'anneau possèdent bien 5 Ethers. Et vous pouvez être sûr que j'ai bien une de ces adresses dans l'anneau parce que j'ai fait une signature avec ma clé privée. Et
d'un point de vue UX, UI, c'est beaucoup plus simple parce que vous n'avez pas besoin d'avoir un second wallet. Vous avez une première adresse qui possède les fonds, une deuxième adresse qui, elle, va détenir la preuve en elle-même. Et le process de signature, c'est une simple signature. C'est-à-dire que ça ne change rien. Si vous avez déjà signé un message sur MetaMask, c'est le même process. Il n'y a pas de complexité rajoutée sur l'utilisateur final. Et en fait, on arrive à abstraire beaucoup plus facilement la complexité de la cryptographie avec ce schéma. Alors, à quoi ressemble le protocole ? Là, ça a l'air de faire peur, mais en vrai, c'est très simple. Parce que toute cette partie-là, blockchain indexing database, on peut la retirer. Cette partie-là, elle sert à faire des preuves basées sur des données blockchain, mais n'importe quel utilisateur pourra arriver et donner ces données en entrée. Donc, comment ça fonctionne ? Une fois que l'utilisateur a fait une demande, on va juste récupérer les données qui sont mises en entrée, effectuer la signature en anneau et publier en fait ces données sur IPFS et les encapsuler dans un SBT pour avoir une espèce de badge qui lui représente en fait cette preuve. Au niveau des challenges et des limitations que cette approche a, c'est que comme on est basé sur le fait de noyer notre caractéristique dans un groupe de personnes, si moi je suis la personne qui possède le plus d'Ether sur le réseau, je ne peux pas prouver que je possède le plus d'Ether de manière anonyme, parce que je suis tout seul. À côté de ça, il y a aussi la durée dans le temps de la preuve, c'est-à-dire que si l'anneau de 5 Ethers vient à être rompu par une personne qui dépense ces 5 Ethers, on a une personne qui n'a plus 5 Ethers dans l'anneau, et donc la personne qui vérifie ne peut pas être sûre à 100% que je possède bien ces 5 Ethers. Et à la fin, le plus gros challenge actuellement, c'est que la plupart des schémas de vérification sont en complexité O de N. C'est-à-dire que pour 100 personnes, vous devrez itérer 100 fois sur l'anneau. Idéalement, il faudrait des schémas en log de N qui commencent à être développés, qui permettent de vérifier pour 100 personnes log de 100. Ce qui permet d'avoir une complexité qui descend et donc des coûts en gaz encore plus faibles. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez nous suivre sur les réseaux, vous pouvez scanner ce QR code-là. On lancera notre bêta début de semaine prochaine. Merci. Merci. High speed presentation. En fait, on ne t'a même pas interrompu parce que tu étais trop rapide. Et j'avais juste une question que, j'avais dans la tête. Tu as bien mentionné Monero. Et effectivement, les ring signatures sont déjà présents dans ce protocole. Est-ce que tu peux bien clarifier en fait la valeur ajoutée de votre protocole par rapport à ce qui existe déjà dans Monero ? Alors, sur Monero, les signatures en anneau, elles sont utilisées uniquement d'un point de vue transaction. C'est-à-dire que si je suis sur le réseau Monero et que je veux envoyer des Monero à Martino, Martino ne saura pas de quelle adresse je lui ai envoyé. Parce que l'adresse qui va signer en fait la transaction, il y aura une signature en anneau et donc on ne sait pas qui de cet anneau a signé la transaction. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on étend cette logique d'anonymisation qui sur Monero est effective uniquement au moment de la transaction sur n'importe quelle action qui peut être effectuée on-chain. Donc c'est très puissant parce que ça pourrait être utilisé par exemple sur des claims d'airdrop. Vous farmez avec une adresse, vous prouvez que vous possédez une adresse qui est éligible et vous récupérez sur une autre adresse. En fait, vous pouvez faire des ponts comme ça et vous pouvez même l'étendre du coup à une logique cross-chain. Vous pouvez prouver que vous possédez des bitcoins sur Ethereum, mais des bitcoins beacon, pas des bitcoins wrappés. Et donc avoir une DeFi qui est effective sur Ethereum, mais avec des assets qui sont originaires de Bitcoin. Est-ce que ça a répondu à ta question, Martino ? Oui, merci beaucoup. Il y a d'autres questions dans la salle ? Entre-temps, j'ai une autre question qui s'enchaîne. Et, en fait, tu as présenté comme une contrainte, une limite, c'est peut-être aussi un challenge, non ? Le fait de, en fait, s'il y a quelques membres du groupe qui changent les caractéristiques, comment on arrive à gérer en fait une dishomogénéité du groupe ? Alors, ce problème-là, nous, on le traite de cette manière-là, en fait. Étant donné qu'on est au courant que c'est un réseau qui évolue naturellement et que la preuve évolue avec le réseau, l'idée, c'est d'avoir une data qui est la plus clean possible, la plus proche de votre activité sur le réseau. Donc là, vous utilisez du clustering, du machine learning, et vous arrivez en fait à donner un score à chaque adresse, qui va être un score, on va dire, de robustesse par rapport dans le temps, donc c'est savoir si une adresse dépense ses fonds ou bouge ses fonds souvent, et donc d'essayer dès le début d'anticiper ce problème-là de longévité, de durée dans le temps, en ayant du coup une data qui bouge le moins possible, d'un point de vue statistique. Parce qu'on ne peut pas empêcher en fait, les gens de l'anneau de bouger leurs fonds. Et la plupart des gens en fait, ne seront même pas au courant qu'ils sont utilisés dans une preuve. Merci.
concernant le groupe que représente l'anneau, en fait, l'anonymat provient du fait que notre adresse est mélangée aux autres, mais on est bien d'accord que toutes ces adresses, elles sont visibles. Donc on peut quand même nous identifier dans un groupe, notre présence. C'est ça. Hein. Et le groupe représente l'ensemble les éléments du groupe représentent qui? C'est l'ensemble des intervenants sur le réseau ou... L'ensemble des adresses qui possèdent un way sur Ethereum. Donc là, vous avez un dataset qui est tellement grand que vérifier que vous êtes bien cette personne-là devient quasiment impossible. Si par contre, vous voulez prouver que vous possédez un NFT d'une certaine collection entre l'index 1 et 10, vous réduisez votre anonymat, on va dire, à 1 sur 10. D'accord, mais dans le cas, par exemple, de Monero, on est bien d'accord qu'on est sur le réseau de Monero. Ouais. Donc là, pour le coup, ce sont les... Monero, pour le coup, c'est le seul blockchain où on ne peut pas vraiment extraire de l'information parce que vous n'avez pas accès au montant. C'est un modèle qui est basé sur des UTXO et toutes les transactions sont chiffrées. Donc vous ne pouvez pas en fait définir des groupes sur Monero. Parce que vous n'avez pas accès en fait à la donnée de qui possède tant de Monero. Merci. Merci pour cette présentation. Alors juste pour comprendre au moment où on crée là vous parlez d'un groupe, donc par exemple on fait le groupe des 5 Ethers. Est-ce que j'ai besoin de contacter d'autres personnes qui ont aussi 5 Ethers pour former un groupe? Non. Ou est-ce que juste en regardant leur clé publique je peux créer Juste en regardant leur clé publique, vous pouvez créer votre groupe. Donc du coup je peux créer quand même un groupe très large oui. avec des caractéristiques compliquées, c'est ce que vous dites? Ou là c'est je ça. peux faire un indice, quelque chose comme ça? C'est ça l'idée en fait, c'est que vous pouvez faire des groupes très larges et que plus vous allez rajouter de caractéristiques, plus votre groupe sera restreint. Parce que plus vous cherchez quelque chose qui est rare. Mais sur un trait qui est commun à beaucoup d'adresses, vous noyez l'anonymat très facilement. Et cas d'usage principaux, vous voyez donc les airdrops, les trucs comme ça? Alors il y a airdrop. Nous, on est surtout axé en ce moment sur tout ce qui est preuve de solvabilité d'un point de vue bancaire. C'est-à-dire que si vous voulez faire un emprunt adossé à vos crypto-monnaies, on pense qu'avoir de la privacy à cet endroit-là et pas révéler son adresse à une banque est pertinent. Ok, merci. Il y a tard derrière. Question simple, mais peut-être toute bête. En fait, c'est dynamique. On rentre. En fait, les utilisateurs rentrent et sortent dans l'anneau de façon dynamique. Ou comment c'est géré? Alors, est-ce qu'il y a un trust? En fait, il y a une autorité qui gère ça? Il n'y a aucune autorité qui gère, on va dire, le fait d'entrer ou de sortir de l'anneau. Ça va être uniquement les utilisateurs qui vont interagir avec la blockchain. C'est-à-dire que si moi je suis dans un anneau, j'en ai pas conscience, parce qu'on ne notifie pas les adresses qui sont présentes dans des anneaux, et que je dépense mes ETH et que du coup le threshold de 5 Ethers est plus respecté, la preuve sera plus valide, parce que justement il y aura une chance de 1 sur n que je sois cette personne-là en fait. Et pour rentrer, c'est pareil, en fait, juste vous indexez la blockchain, et en récupérant les clés publiques, vous pouvez déterminer vos caractéristiques et créer votre groupe. D'autres questions? Oui. En fait, les questions me viennent comme ça. Non, mais tu as commencé ta présentation par les courbes elliptiques, mais il est possible. Moi, je ne suis pas cryptographe professionnel, donc c'est juste une question, hein, comme ça. En quoi est-ce nécessaire de faire appel aux courbes elliptiques? Est-ce qu'on ne peut pas développer des signatures en anneaux autrement? Si, tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est une surcouche d'algorithmes de signature. Donc, sur le premier papier de Rives, Tamir et Schaumann, le protocole de signature en anneau est sur RSA, pas sur des courbes elliptiques. Mais j'ai fait appel aux courbes elliptiques parce que c'est une primitive qui est très importante dans les différentes blockchains et qu'en fait, le réel souci de ne pas le faire en ZK vient de ceci. En ZK, comment on le ferait? Vous aurez du coup toute cette partie d'indexing de la donnée qui serait quasiment la même. Vous en ferez un Merkle tree. Ce Merkle tree, vous ferez une proof que vous êtes bien dans ce Merkle tree. À cela, vous rajouterez une signature donc sur Bitcoin via ECDSA et vous vérifiez cette signature ECDSA en ZK. Le souci, c'est qu'à cause du pairing non friendly de SECP 256K1, vérifier ECDSA, le fichier de preuve fait 3 gigas.
Et c'est compliqué de vérifier et de poster 3 gigas on-chain. Donc la limitation, en fait, elle vient nativement de la courbe elliptique. Sur Starknet, il n'y aurait pas de souci parce qu'ils utilisent une courbe Stark qui est suitable pour des IK. Par rapport aux courbes elliptiques, enfin, par rapport à la présentation mais sur une remarque que vous avez faite sur le fait, la vulnérabilité des courbes elliptiques par rapport à l'ordinateur quantique. Moi, j'ai cru comprendre que, donc effectivement, ça c'était une vulnérabilité, mais que le hachage n'était pas vulnérable. Non, le hachage n'est pas vulnérable. Or, les adresses, de ce que je comprends bien sur les clés dérivées des clés publiques, c'est une multitude de hashages. Et donc, d'où vient le risque dans Alors, le risque, c'est que quand vous allez broadcast votre transaction sur le réseau, vous allez la signer pour prouver et authentifier que ça va bien de cette adresse-là, pour faire simple. Et quand vous signez, en fait, vous pouvez récupérer la clé publique qui est signée. Et la résistance en fait de la cryptographie sur courbe elliptique, c'est qu'à partir de cette clé publique, je ne peux pas déterminer la clé privée via le logarithme discret. Et avec un ordinateur quantique, en fait, je ne vais pas rollback la blockchain ou je ne vais pas la casser. Je vais juste attendre que vous fassiez une transaction, choper votre clé publique, calculer votre clé privée, prendre vos fonds. Mais entre la clé publique et la clé privée, qui est nécessaire pour... il y a quand même aussi une succession de hashages. Non. La clé publique, elle est dérivée en la multipliant par le... En gros, votre clé privée, pour faire simple, c'est un très grand nombre que vous avez tiré au hasard dans un grand espace, et vous allez la multiplier avec du coup le point G qui permet de générer le sous-groupe d'ensemble de points, et modulo P, et en fait, c'est modulo N avec G, et c'est cette multiplication-là, modulaire, qui fait que c'est compliqué de retrouver. Mais en fait, la clé privée n'a pas de hachage au moment où vous déterminez la clé publique. C'est quand vous déterminez l'adresse basée sur une clé publique que vous allez la hacher, mais la clé publique découle directement d'une multiplication modulaire par la clé privée. Merci. J'imagine que ce qu'il a en tête, c'est juste que dans Bitcoin, une adresse et le hash d'une clé publique, et ce qu'on connaît, c'est l'adresse. Ce sont les adresses qu'on connaît, et pas les clés publiques elles-mêmes. Mais j'imagine que le problème peut venir de là, mais effectivement, le risque, c'est de passer de clé publique après privée, comme tu l'as expliqué. Enfin, je ne sais pas très bien si c'est ça que vous aviez en tête. Oui, je pense que c'est ça. C'est le fait que si vous me donnez uniquement votre adresse, je ne pourrais pas remonter à votre clé privée. Mais à partir du moment où vous faites une transaction avec cette adresse, je peux, si j'ai un ordinateur quantique suffisamment puissant. Parce que vous interceptez la clé Parce qu'en fait, cette clé publique est publique de par sa nature, et que quand vous faites une signature, vous avez besoin de la clé publique pour la vérifier. Donc moi, si je suis un nœud Ethereum, vous m'envoyez une transaction, vous la signez, j'ai la transaction, la signature. La première chose que je vérifie, c'est que la signature est bien valide. Et pour vérifier ça, j'ai besoin de votre clé publique. Et tant qu'on est sur le quantique, comme les signatures en anneau sont une surcouche d'une simple signature, pour faire simple, il y a des schémas de signature en anneau post-quantique. Donc le jour où je sais que Vitalik commence à en parler, de dire qu'il faut réfléchir à de la cryptographie post-quantique pour Ethereum, le jour où cette cryptographie post-quantique-là arrive, il y aura uniquement, c'est un bien grand mot, à juste retravailler la cryptographie. Mais l'approche du protocole reste safe. D'autres questions? Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, du coup je comprends, les signatures en anneau, c'est plus un protocole que de la cryptographie, donc peu importe la primitive de cryptographie qu'on utilise. Oui, pour faire simple, oui. Ok. Enfin, de cryptographie asymétrique. Ouais. Merci. Bonjour. Alors, je vais faire une petite intro de 2 minutes et puis après, je laisserai la parole à Timothée. Je vous laisse, dans ce cas-là, je m'étais.
Alors moi mon nom n'est pas là-dessus, c'est normal parce que moi j'ai rien fait dans cette affaire. Moi je suis Stéphane Revers, je suis le cofondateur, parce qu'on était deux, de Sun Tzu Lab. Timothée est thésard chez nous, candidat thésard chez nous, CIFRE, depuis maintenant 2 ans et c'est sa 3e année. Et Yoanné, moi je suis Central Supélec, donc Yoanné je le connais depuis très très longtemps et il a bien voulu prendre Timothée en thèse. Alors on va dire un tout petit mot de Sun Tzu, comme ça vous allez comprendre le contexte dans lequel Timothée s'intéresse à ces choses-là. Moi j'ai passé 25 ans en salle de marché, j'ai traité des dérivés actions essentiellement et j'ai fait beaucoup d'exécutions électroniques, donc la notion de liquidité est une notion que j'ai beaucoup pratiquée. Et dans les banques d'investissement, pour ceux qui connaissent cet univers-là, la fourche de liquide non liquide est assez rapide, c'est-à-dire que les classes d'actifs qui sont non liquides, elles vendent dans tout ce qui est private equity, etc. Et les classes d'actifs liquides, elles sont traitées dans les marchés de capitaux. Et les marchés de capitaux, c'est essentiellement les actions, les obligations, enfin les titres qui sont échangés sur des marchés organisés. Donc moi, je connais cet univers-là depuis très très longtemps. Et il y a quelques années de ça, quand les actifs digitaux sont sortis de terre et qu'on a commencé à parler du Bitcoin, la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est est-ce que ce truc est liquide? Donc déjà, il faut comprendre ce que c'est, pourquoi est-ce qu'on va aller en acheter. Et la deuxième chose, c'est est-ce que c'est liquide? Parce que si c'est liquide et décorrélé, c'est une nouvelle source de risque dans le système financier qui n'existe pas. Et c'est quelque chose de majeur. Supposer qu'on puisse s'accommoder des questions philosophiques diverses et variées sur le Bitcoin, mais en tout cas en termes financiers c'est quelque chose qui est très intéressant. Du coup cette question-là m'a amené à fonder Sun Tzu Lab, et Sun Tzu Lab s'intéresse aux questions de liquidité. On se pose la question de savoir comment ça traite, qu'est-ce qui traite, comment ça traite, est-ce que la dynamique de prix de formation est la même que celle des marchés traditionnels, est-ce que la manipulation est détectable, parce qu'en fait comme il n'y a pas de régulation, ce sont des marchés qui sont massivement manipulés. Et donc la finance de marché, c'est essentiellement de l'information. Donc comment l'information manipulée ou non se dissémine à travers des marchés, comment ils sont intégrés, c'est quelque chose qui nous a beaucoup intéressés, et c'est la raison d'être de Sun Tzu. Et aujourd'hui, on vend nos services d'analyse à des gens qui se posent ces questions, notamment des émetteurs de jetons, des market makers et quelques investisseurs qui se demandent si la liquidité est ce qu'elle est. Et quand on a rencontré Timothée, la question qu'on avait pour lui, c'est quid de la liquidité dans un milieu dans lequel il y a de la manipulation? Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Qu'est-ce qu'on fait de l'information? Qu'est-ce qu'on fait des modèles de microstructures de marché qui existent par ailleurs? Est-ce qu'on doit les adapter? Est-ce qu'on peut est-ce qu'ils sont adaptables d'ailleurs? Et c'est là-dessus que Timothée a bossé maintenant depuis 2 ans, avec tout un tas de choses comme ce dont il va vous parler. Et j'ai fini. Merci beaucoup. Bon, bonsoir à tous. Alors, pour ce talk, je ne sais pas exactement quel est le niveau académique de chacun au niveau des maths, machine learning, etc. Ok. Hétérogène, ok. Donc, de toute façon, c'est très bien, parce que je n'avais pas prévu de parler de trucs un peu barbants, d'équations, de maths, etc. Il va y en avoir un peu tout le long du talk, mais il ne faut vraiment pas y faire attention. Ce à quoi il faut faire attention, c'est vraiment l'idée principale, l'objet qu'on va étudier ici, qui est le processus de Hawkes, qui est un objet qui est vraiment très à la mode en ce moment dans la littérature académique, financière, et puis même chez les praticiens. Alors, bon, chez les praticiens, il y en a qui en utilisent, il y en a qui n'en utilisent pas du tout, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un objet qui est vraiment à la mode, qui est beaucoup utilisé aujourd'hui chez les académiciens, et qui est notamment utilisé dans l'étude de la microstructure des marchés. Donc on va en parler aujourd'hui. Et l'application principale, par contre, elle intéressera tout le monde, parce que c'est une application qui est sur les data crypto. Alors nous, principalement, on s'intéresse aux data crypto des échanges centralisés. D'accord, donc tout ce qui est carnet d'ordre. Évidemment, d'un marché à un autre, la microstructure est différente, etc. Les datas qu'on reçoit, ça peut être de la L2, de la L3, du tic-à-tic. Donc c'est vraiment d'un échange à un autre, ça peut être très différent, mais de manière générale, ce que je vais vous présenter là, c'est quelque chose qui devrait parler à tout le monde si vous voyez à peu près ce que c'est qu'un carnet d'ordre, comment fonctionne un marché avec les transactions, les systèmes d'ordre qu'on place, qu'on fait exécuter, qu'on annule, etc. Alors, ce travail-là, je l'ai réalisé avec un de mes superviseurs, Yoanné Munitoke, à Centrale. C'est un travail, donc, comme disait Stéphane, qui s'inscrit dans l'étude de la manipulation. Alors, pas forcément à proprement parler la détection de manipulation, parce que ça c'est autre chose, c'est encore un autre niveau. C'est extrêmement complexe, surtout quand on n'a pas les identifiants des traders. Là, en l'occurrence, ce à quoi on s'intéresse, c'est à de la causalité.
Comment est-ce que je peux causer de l'order flow ? Si je fais une action sur le marché, je vais forcément causer des choses parce que je donne une information. Okay. Cette information, n'importe qui peut l'interpréter d'une manière ou d'une autre. D'accord ? Et justement, c'est ça la clé de la manipulation, c'est que généralement, ce que font les agents, ils vont pas faire des choses. Alors, à l'échelle de la basse fréquence, ce qu'on connaît bien, c'est tout ce qui est pump and dump, le wash trading avec des gros volumes, etc. Donc en fait, tout ce qui est un moyen de créer du faux volume, ok, de manière à faire bouger le marché dans un sens ou dans un autre. Okay. Mais ça, c'est à l'échelle de la basse fréquence. Parce que généralement, ce qui va se passer, ça va durer des jours et des jours, des semaines. Ça va être sur Telegram. Il va y avoir un groupe qui va dire bon, on se donne rendez-vous demain à 8h. Et à 8h, on achète à fond cette paire-là. Et puis celui qui tient le groupe, il va acheter 2 heures avant. Et comme ça, 95% des gens qui vont acheter, ils vont se faire avoir. Et généralement, ça, c'est ce qui se passe à l'échelle de la basse fréquence. C'est ce que tout le monde connaît. Mais à l'échelle de la haute fréquence, c'est beaucoup plus sophistiqué que ça. L'idée est simple, mais c'est plus sophistiqué. Dans le sens où ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer de la fausse information pour que les algorithmes répondent à cette information-là de manière automatique. Et c'est cette réponse-là qu'on va venir chercher, en fait. Donc, typiquement, si vous voyez à peu près ce que c'est un carnet d'ordre, bid et ask, le spoofing, c'est quoi ? C'est je vais insérer des ordres limites au bid de très grosse taille. Donc, je vais faire croire aux autres agents qu'il y a quelqu'un qui est prêt à acheter pour, je sais pas, $500 000, $1 million, on va dire, alors pas de Bitcoin du coup, mais de crypto qui traite peu, par exemple du SEI USD. Et ce que vont faire les agents, ils vont voir cette information-là, ils vont se dire, ok, il y a quelqu'un qui veut acheter beaucoup. L'imbalance, donc si vous connaissez cette mesure, l'imbalance, il est côté ask, donc le prix il est censé bouger à la hausse. Côté as dans le sens où il est négatif. Du coup, qu'est-ce que vont faire les algos ? Ils vont réagir à ça, d'une certaine manière. Et donc, la personne, après, ce qu'elle a juste à faire, c'est retirer cet ordre et c'est terminé. Elle a créé ce qu'elle voulait, ou pas. Mais en tout cas, c'est gratuit, parce que la régulation, elle n'est pas là. Il peut faire ce qu'il veut, l'agent. Okay. Donc, on est dans ce cadre-là, en fait, dans ce contexte-là. Et moi, ce à quoi je m'intéresse, c'est justement comment étudier la causalité à l'échelle très fine, donc à l'échelle de l'événement. Okay. Pas à l'échelle de l'agrégé, du type est-ce que si ça traite 50 millions de volumes à l'achat sur la journée, combien bouge le prix en moyenne ? Non, c'est pas ça que je regarde. Moi, ce que je regarde vraiment, c'est à l'échelle de la haute fréquence. Quand il y a une transaction, est-ce que ça cause d'autres transactions derrière ? Est-ce que s'il y a une transaction à l'achat, est-ce que ça va causer des transactions à l'achat sur le Bitcoin, s'il y en a sur l'Ethereum ? Est-ce que si on a sur l'Ethereum, ça va en causer sur des plus petites paires ? Est-ce qu'il y en a sur des plus petites paires ? Ça peut en causer sur d'autres paires qui sont plus liquides qu'elles. Okay, c'est des choses comme ça qui sont intéressantes. Donc ça, c'est ce qu'on verra en dernière en application à la fin. Donc première chose, je vais vous parler du processus de Hawkes très rapidement. Okay. Donc vous intéressez pas, si vraiment vous n'êtes pas familier avec ce genre de choses, ne vous intéressez pas à l'équation, juste à l'objet. Qu'est-ce que c'est un processus de Hawkes ? Donc en fait, un processus de Hawkes, c'est tout simplement donc grand N, ok. Alors ici, il y a un abus de notation, c'est pas NI, c'est juste N, ok. N qui dépend du temps, NT, ok. Donc ça dépend du temps. Imaginez T, c'est en secondes, ok. Et dès qu'il y a un événement, donc imaginons N, ça peut caractériser, je sais pas, il y a un feu et on regarde les voitures qui passent au cours du temps. Okay. Dès qu'il y a une voiture qui passe, on incrémente de 1. Ça, c'est un processus ponctuel. Donc si à T égale 5, il y a une voiture qui passe, hop, N va monter de 1. Puis si à T égale 10, il y a une voiture qui passe, N va monter de 1. Le processus commun que tout le monde connaît, c'est le processus de Poisson. Vous avez dû entendre parler Poisson. Où là, le taux, donc lambda, le taux d'arrivée des événements, okay, il est constant pour un poisson. Donc en fait, si par exemple vous observez sur une journée qu'il y a eu 150 voitures qui sont passées au feu, et le taux lambda, il est facile à calculer, c'est 150 divisé par la journée. Okay. Si vous voulez le taux en secondes, vous divisez par 86 400, vous avez le taux en secondes. Par seconde. Okay. Donc c'est aussi simple que ça, un processus de Poisson. Et là, en l'occurrence, on s'intéresse au processus de Hawkes. Qu'est-ce que c'est le processus de Hawkes ? C'est un processus en fait qui est Poisson. Si on enlève ça, c'est une intensité de base, okay, qu'on appelle la baseline, une intensité en événements par seconde. Et on ajoute un terme ici qui paraît un peu barbare pour ceux qui ne sont pas familiers encore une fois avec les équations, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'on somme les contributions passées des événements passés. Donc supposons que ce noyau-là, on appelle ça le noyau phi, cette fonction qui dépend du temps écoulé depuis le dernier événement qui arrive en t.
supposons que cette fonction phi soit positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'il y a un événement qui arrive, on excite l'intensité d'arrivée des événements. Donc on appelle ça une auto-excitation. Okay, et donc qu'est-ce qui va se passer? C'est par exemple, typiquement, alors les voitures, c'est pas forcément un bon exemple, mais les tweets. Par exemple, il y a quelqu'un qui poste un tweet. Supposons Elon Musk qui poste un tweet. Il va y avoir des retweets derrière. Puis derrière ces retweets, il va y avoir d'autres retweets, etc., etc., etc. Et ça fait une réaction en chaîne. Si on s'intéresse à l'arrivée des tweets, liés par exemple au compte de Elon Musk, en fonction du temps, on va avoir ces phénomènes de clustering. En fait, il y a un tweet qui va causer un autre, qui va en causer 10 autres, qui va en causer 5 autres, qui va en causer, etc., etc. Et hop, ça va se calmer avec le temps. Donc il y a une certaine relaxation du phénomène, de l'excitation qui est causée par un événement. Sur les marchés, on pourrait penser au volume aux transactions. Il y a une transaction qui arrive sur un marché à l'achat. Ça va exciter globalement l'order flow. On peut imaginer qu'il va y avoir ce qu'on appelle les phénomènes de herding. Donc c'est les gens qui suivent, tout simplement. Imaginez des day traders qui regardent le marché toute la journée puis qui achètent dès qu'ils voient que le volume est élevé. Concernant le retail. Mais concernant aussi par exemple, pas forcément le retail, les professionnels qui font de l'exécution, en fait, généralement, quand il y a un ordre qui est exécuté, un méta-ordre, en fait, c'est plein de petits ordres. Et donc, quand il y a un petit ordre qui arrive, il va y en avoir un autre qui va arriver, etc., etc. Donc, il va y avoir une auto-excitation de cette manière-là, de l'order flow. Et donc, c'est pourquoi il est naturel, en fait, de penser à cet outil-là, à cet objet-là, pour modéliser ces choses-là. Donc là, N, typiquement, ça modéliserait l'arrivée des trades dans le temps. Dès qu'il y a un trade qui arrive, N monte de 1. Notez que phi, là, je parle donc le noyau phi, c'est tout simplement la contribution de l'événement ici qui est arrivé au temps S, sur l'intensité aujourd'hui, tout simplement. Je vais vous montrer après à quoi ça peut ressembler. Si ce noyau-là, il est négatif, ça veut dire que s'il y a un événement qui arrive, ça fait diminuer l'intensité globale du processus. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est de l'inhibition, simplement. Pensez aux neurones, par exemple. Il y a des neurones qui s'excitent, qui s'inhibent, etc. Dans les systèmes complexes comme ça. Sur les marchés, il y a de l'inhibition. Typiquement, un agent qui va poster un ordre, un ordre de grande taille, à l'ASK, il va inhiber l'arrivée des markets, typiquement à l'ASK. Ou en tout cas, il va inhiber les mouvements de prix à la hausse. Il va pousser le prix vers le bas. Donc il y a à la fois un effet d'excitation sur le prix vers le bas et un effet d'inhibition sur la montée des prix vers le haut. Donc ça, typiquement, le noyau dont je vous parlais, le phi, il peut ressembler à ça. Donc là, vous n'avez rien qui se passe. Il y a rien qui se passe. Et là, il y a un événement qui arrive. Et là, vous voyez la contribution qui se fait directement. Il y a l'excitation du taux instantané d'arrivée de l'événement. Et ça se relaxe dans le temps. Alors nous, les chercheurs sur la microstructure, ce qui nous intéresse notamment, c'est à quelle vitesse ça décroît. Sur les marchés, ce qui est intéressant, c'est que sur les marchés, ça décroît très lentement. Ça veut dire que quand on crée de l'order flow sur le marché met beaucoup de temps à le digérer. Cet order flow, ça c'est vraiment très intéressant. Donc ça c'est une propriété qui est très connue sur les marchés. Donc voilà, donc c'est à ça que peut ressembler notre noyau phi. Et imaginez du coup, si ça c'était le taux, en fait l'événement cause une augmentation du taux, mais cette augmentation du taux là, elle va causer d'autres événements plus rapidement, donc ça va faire d'autres événements, etc., etc. Donc ça va faire des clusters. Ça décroît, puis des clusters, ça décroît, etc. Un peu comme la volatilité d'ailleurs. Maintenant, on passe au cadre qui, moi, m'intéresse, c'est lorsque je suis dans un système avec plusieurs types d'événements. Donc, par exemple, je vais regarder pas seulement... Là, j'étais dans un système avec un type d'événement, donc les trades à l'achat. Maintenant, si je regarde trade achat, trade à la vente, insertion d'ordre limite au bid, insertion d'ordre limite à l'ASK, etc., etc., j'ai un système qui, en fait, est multidimensionnel. Donc là, je dois, en fait, tout simplement, ne faites pas attention, mais c'est en gros, j'écris l'intensité globalement pour tout ce système-là. Et phi IJ, là, ça va caractériser la cross-excitation, ou la cross-inhibition, c'est négatif, des événements de type J, quand ils arrivent, sur les événements de type I. Donc en fait, quand j'ai un événement de type J qui arrive, typiquement un trade au bid, ça va cross-exciter ou cross-inhiber, j'en sais rien, on va voir plus tard. Ça va causer une modification de l'intensité sur les événements de l'autre côté, à l'ASK. Et c'est ça qui va encoder cette réaction du marché. Et moi, ce qui m'intéresse justement, c'est ça. À quoi ça ressemble ?
Parce que dans la littérature, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va postuler, ok, on va dire ça c'est quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, c'est une fonction exponentielle. Ok, en 0 ça vaut ça et ça décroît. C'est une fonction exponentielle. En pratique, c'est pas du tout le cas sur les marchés en haute fréquence. Parce que qu'est-ce qui se passe en haute fréquence ? D'ici à 1 microseconde, il n'y a rien, il n'y a pas de réaction, typiquement. Pas de réaction. Entre 1 microseconde et, je sais pas, quelques centaines de microsecondes, sur les cryptos, pas sur les marchés tradis, sur les cryptos, où là, la latence, elle est plus élevée. Il y a tous les effets du matching engine de l'exchange. Okay. Donc là, peut-être qu'il va y avoir un pic d'excitation. Puis après, ça va décroître. Et là, il y a les traders haute fréquence qui, eux, traitent et qui répondent. Et là, du coup, on peut observer un deuxième pic qui, lui, est dû à la latence des traders. Okay, qui vont réagir, mais qui vont réagir un délai après l'arrivée de l'événement. Okay, donc c'est ça qui se passe sur les marchés en pratique. Et du coup, moi, je veux savoir à quoi ça ressemble exactement. Ok, donc on va s'intéresser à ça. On va se dire voilà, j'ai cet objet-là et je sais pas ce que c'est ça. Je veux savoir ce que c'est. Et en plus, je vais introduire une deuxième complexité. Je vais dire, ça c'est ce petit xi là en fait. Ça, on appelle ça une marque. Une marque, c'est quoi ? C'est que je vais dire, ok, j'ai des événements de type 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à la taille de mon système. Et en plus de ça, ces événements, quand ils arrivent, il y a quelque chose, un état du marché qui est caractérisé. Par exemple, ces événements, ils arrivent. Si je regarde les trades, ils arrivent avec un certain volume. Donc, xi pourrait être le volume. Et l'excitation sur le taux instantané d'arrivée de ces événements-là, il dépend du volume. Typiquement, si j'envoie un trade au bid de $1, j'ai pas du tout le même effet que s'il fait $1 million, on est d'accord. Et donc ça, je le caractérise là-dedans. Okay, voilà, donc on va regarder ça. Donc voilà, donc la question c'est est-ce qu'on peut estimer le noyau. Okay, donc c'est une matrice, forcément, puisqu'il y a toutes les interactions entre les types d'événements. Moi, ce que je voudrais pour ma méthode, ce serait que ça puisse être en très grande dimension, okay, puisque je regarde le carnet d'ordre, je regarde plusieurs actifs. Je veux que ce soit robuste, je veux que plus j'ai d'événements, plus j'ai d'informations et d'observations dans mes données, et plus ça converge vers le vrai noyau. Okay, donc ça, c'est mathématique. Je veux que ce soit stable. Donc ça, c'est le côté praticien, ça. Okay. Normalement, un académicien, il va regarder ça, il va dire que c'est stable parce qu'il a prouvé des théorèmes, etc. Moi, je veux que ce soit stable en pratique. Okay. Donc il y a des méthodes que j'ai implémentées pour ça, mais elles n'étaient pas stables. Elles étaient stables théoriquement, mais en pratique, je les lance le soir, le matin, je reviens, et mon noyau, il ressemble à rien. Et je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est ma donnée qui est pourrie, si c'est la méthode qui ne marche pas. Donc moi, ce que je veux, c'est que je me couche le soir et je ne stresse pas, et le matin, je me lève et je regarde le noyau, et je suis serein sur la forme qu'il a. Okay, et je peux lui faire confiance à ce noyau. Je peux me dire, ok, le marché il réagit vraiment comme ça. C'est pas ma méthode, c'est pas du bruit, c'est pas. Ok. Et le quatrième point, voilà, il faut que ce soit bon pour les grosses données. Okay, les grosses données, quand je parle de big data, c'est que moi je regarde vraiment des trucs. Des fois, ça va être sur un mois, sur le Bitcoin, les ordres limites, je peux avoir plusieurs milliards de points. Okay. Donc si j'ai quelque chose qui a une complexité quadratique ou quoi pour faire le calcul, c'est pas possible. Okay, il faut que ma méthode elle soit quand même rapide. Ok. Donc, alors, je vais pas passer trop de temps sur la méthode. Voilà. Okay. L'idée, en gros, c'est que j'utilise un théorème de caractérisation qui lie cette chose-là. Donc, cette chose-là, ça se calcule sur des données. Hein. Cette chose-là, en fait, c'est tout simplement le nombre d'événements moyens de type I qui arrivent t secondes après t secondes après qu'un événement de type J soit arrivé. Okay. Donc typiquement, vous regardez les trades au bid, vous regardez le temps qui s'écoule après qu'il y a un trade au bid qui soit arrivé, et vous regardez s'il y a des trades à l'as qui arrivent 1 seconde après, 2 secondes après, 5 secondes après, etc. Vous faites des petits bins comme ça, des petits bins de temps, vous moyennisez et vous avez cette statistique qui dépend du temps et qui dépend aussi évidemment de la marque. Donc la marque, c'est comme je vous ai dit, c'est le volume. Donc par exemple, s'il y a un trade au bid je sais pas, $500 qui arrive, et que je veux regarder du coup le nombre de trades à l'as qui arrivent 10 secondes après, en fait ça va me donner cette statistique pour t égale 10 et x égale 500. Okay, tout simplement. Donc ces statistiques là, je peux les calculer. Ce sont des moments, donc c'est pas quelque chose d'hyper compliqué à calculer. Okay, et à partir de ces statistiques là, j'ai un théorème qui lui est dû à Bakri et Musi, qui me lie cette statistique au noyau. Okay, donc je vais pas m'éterniser là-dessus, mais en gros il y a une équation
qui caractérise parfaitement le noyau. Et le noyau est complètement caractérisé par cette statistique. Donc si j'ai cette statistique et qu'en plus j'ai les taux moyens, tout ça, et ben en fait le noyau est complètement caractérisé. C'est l'unique solution de ce truc-là. Donc si j'arrive à inverser cette équation-là et à trouver la solution de cette équation, et ben j'ai les noyaux. Okay, donc c'est l'idée principale de la méthode. Alors, Bakri et Musi, du coup, suite à cette méthode, ils avaient développé une méthode non paramétrique, suite à ce théorème. Suite à l'équation 4, ils avaient développé une méthode qui consiste à, tout simplement, parce que ça, on appelle ça une équation de Fredholm du second ordre, du second type. Et en fait, il y a plein de méthodes d'approximation numérique qui permettent de résoudre ça. Okay. Et notamment, il y en a une qui est très connue, qui est Wiener-Hopf. Le problème étant, c'est que pour résoudre ce truc-là, il faut inverser une matrice qui peut être très 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 grande si mon nombre de dimensions est grand, etc. Et inverser une matrice de très très grande taille, c'est jamais une bonne idée parce que les erreurs d'approximation, elles arrivent. Ça prend vraiment beaucoup de temps parce que généralement la complexité, elle est cubique en fonction de la dimension. Donc c'est vraiment compliqué. Et donc, moi, c'était ma première frustration. C'est que j'avais voulu appliquer leur méthode sur donc la méthode Wiener-Hopf sur les données qu'on a, et j'avais des noyaux qui pouvaient bouger n'importe comment, etc. Et je ne savais pas si je pouvais faire confiance à ça, quoi. Et en pratique, je ne pouvais pas d'ailleurs faire confiance. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de développer une autre méthode pour résoudre ça. Donc en fait, la méthode initiale de Bakri et Musi, elle n'est pas mauvaise. Ils ont développé ce théorème, ça marche très bien. C'est juste que c'est l'approximation numérique qui est pas bonne, qui n'est pas la bonne méthode. Okay. Donc nous, ce qu'on va faire, en fait, on va faire un réseau de neurones. On va utiliser un réseau de neurones. Donc un réseau de neurones, c'est quoi? Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça, mais en gros, un réseau de neurones, ce sont des modèles linéaires imbriqués, et à chaque imbrication, j'applique une fonction qui, elle, n'est pas linéaire. Okay. Donc en fait, ça permet d'approximer, en gros, si vous voulez, ça permet d'approximer sous certaines conditions, si on minimise correctement l'erreur avec l'échantillon, ça permet d'approximer n'importe quelle fonction assez régulière. Okay. S'il y a une fonction qui est régulière, qui dépend qui est en très 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 grande dimension, par exemple, vous pouvez l'approximer via un réseau de neurones, okay, en théorie. Donc là, l'idée, c'est qu'on va essayer d'approximer la solution avec ce réseau de neurones. Voilà. Donc le réseau de neurones, il encode, typiquement, si vous avez une équation comme ça, vous dites que F, c'est le réseau de neurones. Okay. Et en fait, ce réseau de neurones, il est entraîné pour minimiser l'erreur. Et l'erreur, ce sera quoi? En fait, ce truc-là doit être égal à 0. Donc si ce truc-là n'est pas égal à 0, c'est que je fais une erreur sur la solution. Et du coup, je vais minimiser ça. Donc je vais entraîner mon réseau de neurones pour minimiser cette moyenne, donc la moyenne des erreurs que je fais sur tous les points que je me donne sur une grille. D'accord. Donc c'est l'idée principale. Ces réseaux de neurones-là, on les appelle les Physics Informed Neural Network. Pourquoi? Parce qu'ils ont été créés à la base pour les équations aux dérivées partielles et qui sortaient de la physique, type donc l'équation de la chaleur, évidemment, on a des solutions, mais des trucs plus compliqués, équation de Burger, etc. Okay. Donc voilà, c'est l'idée principale. Donc je vais passer. Comment on écrit la fonction de coût, etc. Avec la pondération, parce qu'on applique une pondération pour que ça marche mieux. Ça, c'est tous les best practices qui sont liés au Physics Informed Neural Network. On va passer directement à la donnée. Ouais. Là-dessus, c'est un peu ce type de méthode-là, en fait. On va écrire, on va discrétiser cette intégrale, là. Et en fait, en discrétisant cette intégrale sur les quadratures, ça on peut l'écrire comme un système linéaire. Et après, pour résoudre un système linéaire, il faut inverser une matrice. Le problème étant, c'est que si je discrétise une intégrale infinie, il faut que j'ai assez de points quand même pour que ce soit assez, que l'estimation soit bonne. Donc supposons je mets 200, 300 points. Mon espace de marque, donc c'est par exemple tous les volumes que peuvent prendre les trades. Donc je vais dire, il y a des trades qui arrivent entre 0 et $100, entre 100 et $500, entre 500 et $1000, etc., jusqu'à 500 000. Je pourrais en avoir par exemple 20. Donc ça fait 200 fois 20. La dimension, si j'ai 10 dimensions, ça fait 200 fois 200, 40 000. Donc c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Ouais. Je pense que si vraiment c'était possible de le faire, il l'aurait fait. Bakri et Musi, ouais, il l'aurait fait. Ouais.
Donc sur les données simulées. Ok. Donc là, en fait, l'idée là, c'est je vais simuler un processus de Hawks. Je connais le noyau en avance. D'accord. Donc par exemple, je vais tester un noyau exponentiel. Donc noyau exponentiel, comme j'ai dit, ça décroît, c'est tout. Il y a un événement qui arrive, ça s'excite, ça décroît. Ok. Je vais tester un noyau qui décroît lentement, donc en loi puissance, on appelle ça. Donc pas exponentiel du coup, mais qui décroît très 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 lentement. Okay. Je vais tester un noyau avec une latence, parce que c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de capter les latences. Je vais tester un noyau avec latence et inhibition, parce qu'il y a ça aussi sur les marchés financiers, il faut que je teste ça aussi. Et tout ça, en fait, c'est bien contrôlé parce que je connais exactement le noyau et je le simule, j'entraîne le réseau dessus et je vois si je retrouve le noyau de départ. D'accord, tout simplement. Ça, c'est généralement ce qu'on fait quand on développe une méthode non paramétrique. Donc, on va voir si ça fonctionne. Voilà. Donc, en bleu, c'est le vrai. Et en noir pointillé, c'est le prédit par le réseau. Donc bon, ça reproduit très très bien les noyaux exponentiels, mais ça on n'en doutait pas parce que VinEurope le faisait déjà très bien. Okay. Donc on fait au moins aussi bien que VinEurope là-dessus. Ça c'est le noyau qui dépend de la marque, donc par exemple du volume. Donc si par exemple vous avez un petit volume, vous serez là. Si vous avez un gros volume, vous allez encore plus exciter le marché, donc vous serez là par exemple. Okay. Vous allez lui exciter, je sais pas, 2 fois plus. Okay. Donc ça, c'est un peu l'idée derrière ce noyau-là. Donc ça, on reproduit aussi assez bien. Ça, c'est les noyaux qui décroît lentement. Okay, donc là, c'est en échelle log-log. Et on voit que ça fait une droite. Donc ça veut dire que ça décroît lentement. D'accord. Donc on voit que ça reproduit très bien aussi. Ça, c'est les noyaux avec latence. Donc en fait, l'événement arrive ici. Il met un certain temps à exciter et il excite. OK. Et par exemple, ici, ça va être un événement de type 2 arrive. Donc par exemple, un trade, je sais pas, je donne un exemple, un trade Alaska arrive. Comment il excite l'arrivée des trades de type bid? Et on attend un petit peu. Et donc ça, ce serait la latence par exemple du trader. Si on trouve un truc de ce type-là, vous verrez que c'est pas exactement la tête qu'on obtient, mais voilà. Et donc ça, c'est les noyaux à inhibition. Vous voyez, 0, c'est ici. Donc là, vous avez de l'inhibition. Donc par exemple, un neurone dans le cerveau, il y a certainement des neurones qui ont ce type de réponse. Donc ils reçoivent un signal électrique d'un autre neurone, et ils vont, par exemple celui-là, il va être inhibé au début, puis il va être excité, puis il va décroître. Okay. Ça, c'est que des données simulées. C'est contrôlé. Donc exactement. Ouais. Le bleu, c'est la donnée, c'est le vrai. C'est ce que je connais de départ. Je simule avec ce bleu, avec ce noyau bleu, et j'entraîne mon réseau sur les données que j'ai simulées. Okay. Donc ça marche sur les données simulées, on est content. Voilà, on sait que c'est quand même, on peut se baser là-dessus. Voilà. Ok. Ça, du coup, c'est tout simplement, on regarde la décroissance de l'erreur en fonction du nombre d'événements qu'il y a dans la simulation, de la taille de la donnée. Ok, tout simplement. Donc on voit qu'en fait, plus il y a une grande taille de dataset, et plus l'erreur décroît. Elle décroît à une vitesse qui est à peu près 1 sur racine de n, donc un peu comme une sorte de TCL, en fait. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on vérifie généralement. Ok, et donc là c'est la comparaison avec la méthode initiale qu'on a voulu améliorer. D'accord. Donc la méthode initiale, c'est en rouge, parce que ça a fourni, et nous c'est en noir. Ouais. Dans les données simulées, ouais. Vous avez considéré à la fois le kernel décroissance exponentielle Tout à fait. et Powerlaw. Ouais. Et la performance, ça ne pose pas de problème supplémentaire, le Powerlaw? Non. Parce qu'en Non. Généralement, c'est ce qui est compliqué. Par exemple, l'EM, l'algo expectation maximization pour le non paramétrique. Si on est sur des noyaux Powerlaw, ça met une éternité à converger. Ça met vraiment beaucoup de temps à converger. Surtout sur le Powerlaw, il y a associé en exposant des Rust un petit candidate, non? En fait, les hauts se tendent vers le... Oui. Alors il y a ça, mais là on n'estime pas le Hurst là. Donc il n'y a pas de, il n'y a pas de ce type de problème. Moi, j'ai en tout cas toutes les expériences que j'ai lancées sur des noyaux puissance, il n'y a aucun problème à reproduire. Mais avec VinEurope non plus. Hein. VinEurope arrive à reproduire les noyaux puissance. Donc là-dessus, sur les simulations, on n'a rien d'inventé de neuf par rapport à VinEurope.
Mais voilà, on voit que quand même, donc là c'est un test qu'on a fait quand on avait un peu moins de données, par exemple 100 000 points. Et là on voit que Winerop quand même, il galère un peu plus, quoi. Il a plus de mal, notamment lorsque le noyau est petit. Donc là en valeur il monte à 0,2, là celui-là il monte à 40 et du coup il y a quelque chose qui doit se passer dans la version de la matrice où il va privilégier ça à ça. Enfin, c'est pas bien clair. On a étudié un peu dans le papier d'où ça pouvait venir, mais ouais, Winerop, donc en rouge, en bleu c'est le vrai, et on voit qu'il y a de l'instabilité. Là aussi, il y a beaucoup de bruit en fait. Et le réseau est capable d'une certaine manière de régulariser en fait. Et on montre dans le papier que le réseau, il est... En tout cas, c'est ce que je pense. Je pense que ça vient du fait que le réseau, pardon, il est capable de... En fait, il est moins sensible aux irrégularités de la statistique que je vous ai montré avant, sur laquelle je fit. Alors que Winerop va être totalement sensible en fait. S'il y a la moindre irrégularité, il va calquer totalement dessus. Et en fait, ça fait que peut-être que les erreurs d'approximation de l'inversion de la matrice plus ces irrégularités-là, ça se propage et lorsqu'il y a des noyaux qui ont des échelles différentes, on peut avoir des gros problèmes. Ok, donc maintenant, ce qui nous intéresse tous, l'application à la donnée. Ok. Donc la data, c'est quoi? On a 15... alors depuis, j'ai fait bien des expériences sur d'autres données, hein, mais là, en l'occurrence, dans cette expérience, on a 15 paires. Donc le quote, c'est l'USD, qui sont traités sur Coinbase. Pourquoi Coinbase? Tout simplement parce qu'on a une précision en microsecondes pour le timestamp et on a la donnée en L3. Alors là, en l'occurrence, ce sont que des markets, donc des marketable orders, donc c'est pas un drame parce que tous les marchés les fournissent. Par contre, les marchés, parfois, ils peuvent nous donner des trades à des timestamps différents pour un même marketable order, suivant les marchés. Donc ça, c'est problématique pour reconstruire le vrai volume qui avait été envoyé initialement. Donc voilà, donc Coinbase, on a un mois. Oui, ça c'est extrêmement important aussi. Le timestamp qu'on reçoit, c'est pas le timestamp, il y a aussi ça en critère, c'est pas le timestamp de notre matching engine, de notre feed handler. Okay. Chez Sun Tzu, quand on extrait la donnée, c'est pas le timestamp au moment où on reçoit l'information, c'est le timestamp du marché. Okay. Au moment où ils processent l'événement dans leur matching engine, ce qui est extrêmement important, parce que si on fait ça sur des timestamps qui sont les nôtres, en fait, on peut découvrir des latences qui n'ont pas lieu d'être, qui ne sont pas celles des traders, mais simplement la nôtre, par exemple. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, on a entre 500 000 et 5 millions d'ordres par paire. Donc 5 millions étant le nombre d'ordres pour Bitcoin, USD. Alors Ethereum USD, je crois qu'il y en a un petit peu moins, 4 millions et quelques. Et 500 000, je crois que c'est pour XLM, qui est la moins traitée. Donc voilà, donc première question qu'on va se poser, tout simplement. C'est une question, alors ça a déjà été un peu étudié en pratique par Bakri et Musi. Ils avaient démontré qu'en fait, la vitesse de décroissance de cette excitation-là, qu'on avait vue sur les trades, elle dépend fortement de la taille. Si les trades sont très grands, on va certainement observer une vitesse de décroissance plus lente. Ce qui est intéressant en fait, c'est que le marché digère moins rapidement les trades de plus en plus gros. Mais ils ne se sont pas intéressés sur la forme de ce truc-là. Comment est-ce que c'est? Est-ce que ça explose avec la taille? Est-ce que c'est linéaire? Est-ce que c'est concave? C'est une question qui est vraiment intéressante quand même. Donc on va s'y intéresser là. Donc en fait, on va s'intéresser à cet objet-là, qui est en fait, on regarde la dépendance générale du noyau par rapport à la taille. Okay, donc je regarde les arrivées des trades, que ce soit bid ou ask, je m'en fiche, je regarde juste en une dimension. Comment ils s'auto-excitent et quelle est la contribution de leur volume mathématiquement. Okay. Donc quand on lance sur les données, on obtient ça. Alors ici c'est le noyau, okay, en fonction du temps, pour chaque configuration. Donc là, il y a x égale 1, x égale 2, x égale 3. C'est pas en US dollars, hein, c'est les indices des bins que j'ai sélectionnés. Donc le premier bin, de mémoire, c'est les trades qui ont une taille entre 0 et 100 $. Le deuxième entre 100 et 500, troisième entre 500 et 1000, un truc comme ça, et ça va jusqu'à 100 000 ou 200 000 $, un truc comme ça.
Ok. Après, les trades qui font 500 000, 1 million de dollars, il n'y a pas assez de points. Enfin, c'est vraiment, généralement, ça va donner beaucoup de bruit. Donc, c'est pas forcément hyper intéressant de regarder ça. Donc, on observe une première latence. Ok. La latence, elle survient donc à 20 microsecondes. Première latence. Alors, sur les marchés traditionnels, on aurait pu se dire, même si la latence des traders, généralement, je pense qu'elle est de l'ordre de 100 ou 200 microsecondes. Qui est tout simplement dû à la réponse. Enfin, on peut pas aller en dessous de ça, en fait. Mais Stéphane peut-être me contredira. Mais ici, du coup, si on trouve 20 microsecondes, ça, c'est certainement dû au matching engine de l'exchange, en fait, tout simplement. En fait, peut-être qu'il accumule plein d'événements en même temps et il va les traiter. Et ça va être la latence entre les traitements. Enfin, voilà, c'est une hypothèse, mais en tout cas, ça m'étonnerait que ce soit des traders haute fréquence, même en colocation. Enfin, ça m'étonnerait, vraiment. Par contre, on voit 2 pics ici. Un à peu près, alors je crois que c'était 3, 4, 5 millisecondes. Donc un ici, donc on va dire 4 millisecondes, ok. Et un à 10 millisecondes. Donc il y a 2 pics. Donc vraiment, ça, ce sont du coup 2 latences caractéristiques des traders haute fréquence sur Bitcoin USD Coinbase. Okay. Et j'ai pu parler avec un collègue qui est en lien avec des fonds qui font de la haute fréquence crypto et qui m'a confirmé que leur latence elle se situe autour de ça généralement sur les exchanges crypto. Ok, donc ça c'est pour la dépendance en fonction du temps. Et là on a la dépendance en fonction de la taille. Et ce qu'on voit, c'est que, alors typiquement pour les toutes petites tailles, on est proche de 0. Hein, il se passe quasiment rien en fait. Okay. Ce qu'on voit ici, hein, on voit que par rapport à ici, ici c'est plutôt écrasé. Donc il n'y a pas une très forte réaction. Il y en a une quand même, hein, attention, mais il n'y a pas une très forte auto-excitation de l'arrivée des ordres. Par contre, après, donc on augmente et ce qu'on voit en fait, l'augmentation elle se fait de manière concave. Donc en fait, pour une même augmentation de taille, okay, je vais augmenter un peu moins l'excitation que je vais créer sur le marché. Ça, c'est vraiment intéressant pour le coup, parce que je l'ai trouvé aussi pour les ordres limites. Okay. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je spoof le marché, si je place un ordre de grande taille dans le carnet, donc là on ne parle pas des marketables, on ne parle pas des trades, on parle vraiment de placer un ordre de grande taille et modifier la profondeur. Ça veut dire que si je mets 500 000, je ne vais pas avoir le même écart entre 100 000 si j'avais mis 100 000 et 500 000 ou si je mets 900 000 par rapport à 500 000. Ça veut dire que plus je mets de la taille et moins en fait je vais causer l'écart l'écart d'excitation que je voulais causer au départ. Okay. Donc ça peut être intéressant pour étudier notamment comment les agents réagissent lorsqu'il y a de la manipulation. À noter que ce plateau qu'on obtient ici, donc ça voudrait dire en gros que pour les trades de taille supérieure à 50 000 $, le marché réagit un peu de la même manière. Ça dépend des cryptos, ça va dépendre du type d'ordre. Soit on a un plateau, soit ça continue d'augmenter, mais très lentement. Donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, donc la deuxième question qu'on va se poser, celle-là, je pense que ça intéressera beaucoup plus les praticiens et notamment les traders. Ici, on va regarder, est-ce qu'on peut classer les paires en fonction de si elles lead généralement le marché ou si elles sont receveuses, c'est-à-dire en gros, si par exemple une petite paire qui reçoit beaucoup du Bitcoin, donc s'il y a un trade sur Bitcoin et que ça cause beaucoup de trades sur une petite paire, elle va être receveuse. S'il y a un trade sur Bitcoin et qu'il n'y a pas de trade sur cette petite paire, c'est qu'elle n'est pas receveuse. S'il y a un trade sur cette petite paire et qu'il y a du trade directement qui en découle sur d'autres paires, c'est qu'elle est leader. Ok. Donc c'est ça qu'on va aller regarder. On va regarder si on peut classer les actifs en fonction de ça. Comment on va faire? En fait, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'excitation générale qui est causée par un événement de type, type J sur un événement de type I. Donc par exemple, on va regarder le noyau. Si je veux regarder si Bitcoin lead Ethereum, je vais regarder le noyau de Bitcoin sur Ethereum et je vais l'intégrer, je vais tout sommer, je vais regarder l'air sous la courbe. Ok.
Et si cette R là sous la courbe elle est grande, bah, ça veut dire en fait que globalement Bitcoin crée beaucoup d'excitation sur Ethereum. Ok. Donc c'est l'idée. Donc j'introduis des ratios qu'on va regarder qui ont du sens. Donc si je dénote ça, donc J sur I, le nombre d'événements en fait qui sont causés par J sur I. Ok. Donc si je vois par exemple, je regarde NI, donc les événements de I. Et dès qu'il y a un événement sur J et que je sais que cet événement-là a causé un événement sur I, bah j'ajoute 1. Ok. Bon bah si je regarde cet objet-là en moyenne, il vaut l'intensité moyenne des événements de J, ok. C'est ce qui est logique en fait, fois ce dont je vous parlais, la somme globale de toutes les excitations possibles, donc toute l'intégrale sous la courbe en fait du noyau de J sur I. Donc je regarde, si je veux savoir le nombre d'événements moyens sur I qui sont causés par J, et ben en fait, je regarde le nombre d'événements moyens sur J, ok, et je le multiplie ce nombre-là par ce ratio-là, qu'on appelle le ratio d'endogénéité. Ok. Donc là, la première mesure que je définis, c'est le ratio spillover, tout simplement. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Je regarde le nombre d'événements moyens causés par J sur I, ok, et je le divise par le nombre d'événements moyens sur I, tout simplement. Donc en fait, ça va me donner, cette mesure-là, elle va me donner quelle proportion des événements qui arrivent de type I sont des événements tout simplement causés par le type J. Donc si par exemple I je mets Ethereum et J je mets Bitcoin, ça va me donner quelle est la proportion des événements qui sont arrivés sur Ethereum, donc par exemple des trades qui sont arrivés sur Ethereum et qui en fait je peux dire ils ont effectivement été causés par des événements qui sont arrivés sur Bitcoin. Ok. Et donc ça peut être intéressant. Par exemple si je regarde ça, pour revenir sur le spoofing, si je regarde ça sur ici je mets ordre limit bid et ici je mets market à l'ask, en fait je vais pouvoir étudier quelle est la proportion du nombre de market de market à l'ask qui est effectivement causée par des arrivées d'ordre limit au bid. Okay. Et ça peut me donner un indicateur de est-ce que ce titre là, les spoofers ils peuvent aller dessus ou est-ce qu'ils vont aller sur un autre titre parce que celui-là, ce ratio-là, il est très petit, du coup, ça ne va pas les intéresser. Okay. Donc, de la même manière, je définis le ratio de leader. Donc là, en fait, c'est un peu la même mesure, c'est juste que j'agrège tout. Donc, en fait, le leader, c'est quoi? Je vais regarder quelle est la proportion d'événements qui arrivent dans tout mon système et que je peux dire qui est effectivement causé par l'actif J. Okay. Ou par les événements de type J. Okay. Donc là, ça me donne une mesure de est-ce que J est leader ou pas. Si ce truc-là est très petit, ça va me dire que J, il cause pas du tout le système que je me suis défini. Okay. Pour le receveur, c'est l'inverse. Je regarde quelle est la proportion des événements de mon actif I qui est causé en fait par tout le système. Okay. Donc si ce truc-là est grand, ça veut dire que dès qu'il y a des événements dans le système, il y a de fortes chances que mon actif I soit impacté. Okay, ou mon événement de type I. Maintenant, qu'est-ce que ça donne sur la data? Alors bon, ça c'est pas forcément intéressant ici, c'est le ratio d'endogénéité, voilà. Alors déjà, les noyaux. Là, ce qu'on regarde, c'est l'auto-excitation. Il y a, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a Litecoin USD, Doge USD, AV USD, DOT USD, etc. Et ce qu'on voit, alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que les plus petites paires, AVAX et ICP, c'est celles qui ont le plus d'auto-excitation. Ok. Donc ça peut vouloir dire que c'est juste qu'elles sont peu liquides et que du coup, il y a beaucoup de herding dessus. Les algos suivent. Il doit y avoir une explication de ce type-là, mais on voit que les paires les plus liquides, généralement, elles s'auto-excitent beaucoup moins. Ok. Et on voit aussi, donc, on retrouve la décroissance lente. Okay, de l'order flow, mais surtout on voit la latence. Donc là, il y avait Bitcoin tout à l'heure, je vous ai montré Bitcoin juste avant, qui était, comme je vous avais dit, donc à peu près à 3, 4, 5 millisecondes, la latence. Et là, on voit que toutes les cryptos, elles partagent à peu près la même latence. Ici, il y en a une deuxième aussi, si on va un peu plus fin, il y en a une deuxième, à 10, comme je disais. Et de manière intéressante, il y en a quelques-unes qui sortent du lot. Par exemple, je crois que c'est ADA, ici, qui montre une latence à 100 millisecondes. Alors j'avais cherché, j'étais allé regarder, est-ce que ce serait pas, je sais pas, par exemple la fréquence d'update des blocs, est-ce que ce serait pas, mais pas du tout. Non, en fait, j'ai pas réussi à trouver d'où ça venait.
Ça peut vouloir dire tout simplement que dans l'échantillon, vu que Binance il donne des snapshots toutes les 100 millisecondes, j'y ai pensé, je me suis dit peut-être qu'il y a un trader qui arbitre entre Binance et Coinbase et qui du coup, dès qu'il reçoit l'information toutes les 100 millisecondes, il fait quelque chose. Ok, j'ai pensé à ça. Bon, il y a peu de chances que ce soit ça en pratique, mais ça serait amusant. Bon, en tout cas, voilà, ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire. On peut par exemple, tout simplement regarder est-ce qu'il y a un lead lag. Si on regarde, ouais. Ouais. Ouais, tout à fait. Mais pour curiosité, quel est votre sentiment? Est-ce que si on essaie de se prolonger jusqu'à, je sais pas, daily, par exemple, Ouais. ça va disparaître complètement Alors ça c'est mon idée. Je pense que dans la littérature on appelle ça ces phénomènes-là mémoire longue. Okay. La mémoire longue, c'est qu'en gros il y a une décroissance à l'infini en loi puissance, décroissance lente. Alors évidemment en pratique tout le monde sait que c'est pas en l'infini, mais généralement les praticiens les gens de la microstructure vont vous dire ah oui mais ça c'est une loi puissance pour très loin, jusqu'à 1000, 10 000 secondes. Moi je pense pas. Je pense que déjà ça dépend vraiment de la donnée. Des fois oui peut-être, des fois non. Et aussi je pense que ce qui se passe en fait c'est que ça va être ça pendant un certain moment et puis ça va tomber. Alors en pratique j'ai fait plusieurs tests, j'ai vu qu'à peu près soit à 10 secondes, c'est marqué, soit à 10 secondes, soit à 100 secondes, je voyais que ça retombait. Alors après voilà, on pourra vous dire est-ce que c'est une erreur d'estimation, est-ce que c'est du bruit, tout ça, ça on pourra jamais le savoir. Mais mon point de vue, je pense que le marché en fait il digère. Alors évidemment si c'est une grande taille peut-être ça va plus loin, mais je pense que en pratique surtout à ces échelles-là, là on parle bien de cet objet-là vraiment. C'est pas fait pour regarder le noyau sur une semaine. Là, cet objet-là, vraiment, c'est fait pour regarder avec une échelle quand même raisonnable. Si j'observe des événements toutes les minutes, je ne vais pas regarder sur un mois mon noyau, je vais le regarder peut-être sur une journée. Là, j'observe des événements qui peuvent arriver avec une duration de 15 microsecondes. Bon, je vais regarder jusqu'à une seconde. Il n'y a pas de règle particulière, mais voilà, vraiment, cet objet-là, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'aller trop loin non plus, parce qu'après, il y a trop de bruit. J'ai une question sur les... Ouais. C'est possible ça aussi, ouais. C'est possible que ça ce soit le rate limiting, ouais. Parce que ouais, bien sûr. Donc c'est le début en fait, tout simplement à partir de ce moment-là. Il faudrait regarder, ce serait intéressant en fait de faire cette expérience-là sur plein d'exchanges et de regarder si en fait on fait le rapport avec le rate limiting et on regarde simplement si on observe la même latence, quoi. Et sur les marchés traditionnels, on observe ce truc-là. C'est juste que le rate limiting est beaucoup plus petit. Ce qu'on va observer, comme je disais, je crois que c'est 150 ou 200 microsecondes la latence caractéristique. Et on voit bien la première latence, elle est à ce niveau-là, quoi. Mais bon, là, ce qui est intéressant quand même, c'est le 10 et le 100. Je ne sais toujours pas pourquoi il y a ces pics-là. Alors là, c'est pas bien marqué, mais en fait, quand je vais beaucoup plus finement avec plus de données et que je calcule plus finement ma statistique, là, ici, en fait, ça descend comme ça et ça remonte comme ça. Donc vraiment, cette latence-là, elle est bien marquée quand on a plus de data. Ok, donc ça, c'est pour l'étude de lead lag, ici, enfin de leader lagger. Donc là, je regarde les ratios spillover. Okay. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça, donc là, ici, c'est celui qui est causé et celui qui cause. Okay. Là, je regarde. Ça m'indique quoi? Ça m'indique qu'environ 12% des trades qui arrivent sur Ethereum, sont effectivement causés par Bitcoin. Ok. Pour Bitcoin, c'est un peu plus faible, ce qui en soi est quand même intuitif. Donc là, on a des résultats qui... Alors,
C'est un peu dommage parce qu'on n'a pas un. Je pourrais avoir des benchmarks pour cette valeur-là. Je vais aller regarder d'autres méthodes d'estimation pour avoir ces trucs-là. Mais on n'a pas de benchmark dans le sens où il n'y a pas de consensus scientifique ou consensus de praticiens sur quel est le taux d'événements causé par telle paire sur telle paire. Ça doit dépendre de la période, naturellement, ça dépend de tout ça. Mais en tout cas, c'est intuitif d'observer que c'est plus dans ce sens-là que dans ce sens-là. Okay, c'est pas Bitcoin qui est causé par Ethereum, c'est plutôt l'inverse. Okay. Mais bon, on voit que les deux, en tout cas les deux, il doit y avoir des trucs du type du pairs trading, etc. Donc il doit y avoir de l'arbitrage qui fait que Bitcoin cause Ethereum et Ethereum cause Bitcoin aussi. D'accord. Mais bon, ça nous intéresse pas. C'est assez. En fait, tout ça, c'est intuitif. Ça veut dire qu'Ethereum, Bitcoin, là, si on voit vraiment qu'il y a de la couleur, ça veut dire que ça cause en fait tout le marché. On voit ici, par exemple, XRP, il y a à peu près 10% de l'order flow qui est causé par Bitcoin et Ethereum. Ok. Mais ce qui nous intéresse, par exemple, c'est celui-là. Alors, si je regarde XRP, alors je vois qu'XRP déjà, il cause quand même ici. D'accord. Ce qui n'est pas le cas ici, j'ai pas autant de couleurs pour les autres. Vraiment, on voit qu'il cause quand même pas mal, mais c'est surtout ça. XRP qui cause beaucoup XLM. Ok. Donc ça, c'est intéressant parce que généralement, et là, on voit d'ailleurs, c'est intéressant aussi que XLM. Si on remonte, on voit que XLM cause XRP, c'est ce qui cause le plus en fait. Alors après, cette valeur-là, c'est quoi, 5%? On pourra vous dire, par exemple, j'ai présenté ce papier hier et j'étais devant vraiment des praticiens qui utilisent beaucoup ces objets-là et il y en a un qui m'a dit, mais comment on peut être sûr que ce soit pas du bruit là? Il n'y a pas d'intervalle de confiance. Malheureusement, on peut pas avoir d'intervalle de confiance pour ces trucs-là. Donc c'est vraiment, ça c'est vraiment dommage. C'est mon grand regret. Je travaille un peu là-dessus. J'aimerais bien avoir ce genre de choses, mais c'est pas évident. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai à peu près, si je suis cette information-là, je peux me dire que j'ai à peu près 5% des événements de XRP qui sont causés par XLM. D'accord ? Et j'ai 2 fois plus, 10% des événements d'XLM qui sont causés par XRP. Et ça, c'est intéressant parce que ça concorde un peu avec tout le débat qu'il y a aujourd'hui autour d'XLM, XRP. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais il y a beaucoup de praticiens qui disent « Ah bah non, la corrélation, elle est fallacieuse ». Et il y a des praticiens qui disent « Ah bah non, la corrélation, elle est vraie, elle est réelle, et il y a une vraie causalité entre les deux ». Pourquoi ? L'explication, elle serait assez simple. C'est que XRP, ce qu'ils veulent créer, c'est une sorte de token qui servirait à échanger n'importe quelle devise dans le monde entier pour les institutionnels, pour les institutions financières, etc. Et donc ça, c'est XRP, Ripple et XLM, Stellar. Eux, leur idée, c'est de faire la même chose, mais pour les particuliers. Donc en fait, il y a un peu la même idée derrière le protocole, il y a la même idée derrière le projet, et certainement, donc la question c'est, est-ce qu'ils se causent tous les deux, vu que le projet est un peu le même? Si on regarde bien, j'arrive tout de suite, si on regarde bien, alors est-ce que c'est Litecoin? Oui, c'est ça, c'est Litecoin. Litecoin, alors ici ça se voit pas trop, même si on voit de la couleur, mais ça se voit pas trop. J'ai fait d'autres expériences sur d'autres périodes et on voit que Litecoin, il y a de la couleur au niveau de Bitcoin. Okay. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, Litecoin, le protocole qu'il y a derrière, il ressemble beaucoup à. Alors, je crois que c'est un protocole, c'est à Bitcoin. Hein. Toi, tu dois bien connaître ça. Ouais. Ok. Bon bah voilà. Voilà. Bah on a encore plus d'explications maintenant. Ok. Donc voilà. Tout ça pour dire que c'est assez cohérent avec ce qu'on pourrait penser, mais ça peut nous permettre de voir des petites choses qui n'avaient pas été vues avant. Et là, en l'occurrence, je pense que ça apporte une pierre à l'édifice au niveau du débat qu'il y a tout autour de Stellar et Ripple et de la relation entre les deux cryptos. Ensuite, donc là, je regarde les ratios de leader-receveur. Je les compare avec le taux de participation. Donc en fait, qu'est-ce que c'est ça? Je regarde en fait quelle est la proportion de volume traité par rapport à tout le volume global sur le mois, sur Bitcoin, sur Ethereum, sur Sol, sur chacune des paires. Bon, je vois quand même que Bitcoin domine à 40%, Ethereum va à 20%, et puis après on trouve Solana, Avax, et après tout devient très petit. D'accord? Aussi, grosso modo, ouais. Et donc,
là, ce que je pourrais me dire, c'est OK, j'ai ces volumes-là, j'ai ces participations-là. Ce qui se passe en pratique, c'est que les gens ils se font une avis sur qui lead le marché et qui est à la traîne par rapport au volume qui est traité. Et ils se disent, OK, bah si ce titre-là, il traite beaucoup, OK, donc sous-entendu, il traite beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de volume, typiquement Bitcoin, ben, ça veut dire que ce titre-là, il va leader, en gros, il a de fortes chances de leader ceux qui traitent moins. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup répété. Et là, on s'intéresse à, ben, est-ce que c'est vrai en pratique ? Okay. Et on va voir que c'est vrai en général, mais il y a plein de cas particuliers où c'est totalement faux. Et typiquement, ce que vous pouvez voir, c'est XRP. Là, XRP se trouve ici. Hein. Donc, vous voyez que le volume est très petit et, par rapport à celle-ci. Et surtout, le volume est très petit par rapport à Solana. Okay ? Vraiment très petit. Et ben là, en l'occurrence, ce qu'on voit, c'est que les gens, ils se basent pas plus sur Solana que sur XRP, mais plus sur XRP. Alors, la différence, elle n'est pas notamment énorme. Hein. On pourrait très bien se dire que c'est aussi du bruit. Mais en tout cas, c'est intéressant de se dire que ben, la contribution d'XRP sur le marché en termes de causalité, elle est à peu près comparable à celle d'un titre qui traite beaucoup plus. Okay. Donc ça, c'est intéressant pour le coup. Okay. Donc on voit bien Bitcoin et Ethereum lead globalement. Hein. Ils sont les premiers. D'accord. Et puis voilà, on voit que bon, les titres vraiment, en plus ceux-là, ils venaient d'être introduits, hein, SEI et ICP. Alors ils ont pour des tokens qui viennent d'être introduits. Alors je crois que c'est SEI ou ICP qui a été introduit l'an dernier en août. SEI, voilà. Parce que je suis en train de regarder SEI en ce moment au niveau de la manipulation des prix. Et donc on voit quand même que le volume il est non négligeable hein, par rapport à une paire qui vient d'arriver sur le marché. Mais logiquement, c'est assez logique en fait. On retrouve que c'est dans les derniers. D'accord, c'est l'avant-dernier parce que en fait, les gens vont pas se baser sur SEI pour traiter les autres paires. Ok. Voilà, donc ça c'est à peu près tout. Et pour les receveurs, là c'est intéressant aussi parce que donc on voit en premier les deux paires qui reçoivent le plus de causalité de la part du marché, c'est XLM et XRP en fait. Okay. Donc alors peut-être que c'est dû aussi au fait que XLM reçoit beaucoup d'XRP et XRP reçoit beaucoup d'XLM et du coup il y a ça qui fait qu'ils arrivent les deux premiers. Mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que XRP du coup est à la fois un très grand, un gros leader sur ce système-là, sur cette période-là, etc. Mais aussi il reçoit beaucoup. Donc en fait il cause le marché et il est causé par le marché aussi à la fois. Donc ça c'est une propriété que j'ai trouvée intéressante, qui est assez exotique. Qui pour moi était un peu contre-intuitive au départ. Voilà. Alors je vais pas non plus épiloguer sur la conclusion. C'est une méthode non paramétrique du coup qui sert à estimer les noyaux qui permettent d'étudier comment des événements peuvent se causer les uns les autres dans le temps. Comment cette évolution, comment cette causalité elle évolue dans le temps et en fonction de certaines caractéristiques. Et donc voilà, je pense que ce qui peut intéresser et qui va clôturer ce talk et peut-être lancer un petit débat pendant l'apéro, c'est est-ce que XLM cause XRP ou est-ce que c'est l'inverse ou est-ce que c'est les deux ou est-ce que c'est pas du tout. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a des questions. Oui. D'abord. Oui, alors merci beaucoup parce que c'est passionnant et deux, pour le travail de vulgarisation. Donc, j'ai beau avoir fait un peu de maths, je suis souvent vite largué dans ce genre de papier. Donc, merci beaucoup d'avoir tout expliqué bien. J'ai pas tout compris, mais je pense avoir accroché des choses. Sur ce que vous dites à la fin, donc XLM et XRP par exemple, à quel point ça reflète en fait, c'est juste le reflet des algos qui ont été à cette vitesse. Évidemment, c'est que ça a été codé à l'avance. Donc, c'est des décisions qui sont faites par les acteurs, dans le sens que c'est pas un résultat naturel de quelque chose comme ça sur le marché, c'est juste le résultat d'une croyance des acteurs du marché qui l'implémentent. Ouais, c'est ça. Parce que je pense que c'est ça. Parce que typiquement, là, ce qu'on regarde, l'échelle à laquelle on regarde les choses, alors ça, supposons on peut enlever ça. Ce qui se passe là, ça, c'est pas du retail. C'est pas mon arrière-grand-mère Janine qui m'a écouté quand je lui ai dit d'acheter du Bitcoin. Okay. Voilà, ça c'est de l'algo. Okay. Cet effet de longue mémoire. Alors,
La mémoire longue, c'est autre chose aussi. Hein. Il y a de l'algo, mais il y a aussi, on dit qu'il y a de la mémoire longue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des exécutions de méta-ordres. Donc en fait, typiquement, il y a une banque, je sais pas, une banque qui va vouloir, qui trouve un signal, qui se dit, OK, il faut qu'on achète, ou un fonds qui trouve un signal et qui dit, OK, il faut qu'on achète, on prédit 2% de return pour la semaine prochaine, il faut qu'on achète pour 30 millions. Bon, bah, le 30 millions, ils vont pas lancer un ordre de 30 millions, vous vous doutez bien, il va y avoir derrière, il y a ce qu'on appelle les SOR, les Smart Order Routers, qui vont fragmenter cet ordre-là sur plusieurs exchanges. Et ils vont envoyer plein de petits ordres dans le temps, ça va se fragmenter en des algos d'exec, ce que faisait Stéphane en fait avant. Et donc en fait ces algos d'exec, bah, vous vous doutez bien, ils veulent acheter, ils vont acheter plein de fois. Et en fait en achetant plein de fois, ils vont créer cette mémoire. Et donc c'est en partie les méta-ordres qui créent la longue mémoire de l'order flow. Okay. Alors là en l'occurrence, c'est pas exactement ici, c'est pas exactement de ça dont on parle, okay, parce que les méta-ordres, ils n'ont pas cette échelle-là. Mais quand on regarde par exemple les signes des transactions, eh ben on voit que les signes, ils ont tendance à s'autocorréler très fortement dans le temps. Après un achat, il y a de fortes chances qu'il y ait un autre achat, etc., etc. Donc en fait, toute cette longue mémoire de l'order flow, elle est causée par de l'algo et aussi par, mais en fait c'est de l'algo derrière, mais par ces exécutions de méta-ordres, tout ça. Ici, en l'occurrence, on ne distingue pas entre les signes, donc c'est pas forcément des méta-ordres, mais ça peut être dedans. Ouais. J'avais une question plutôt sur les concepts de causalité. Ouais. Parce que tu trouves on peut avoir des causalités bidirectionnelles, c'est-à-dire qu'une paire cause l'autre et l'autre paire cause l'autre. Et est-ce qu'il y a une explication pour ça ou au final c'est vraiment juste une paire qui cause une autre et on pourrait trouver le sens de la direction ? Ben, en agrégé, c'est XRP qui va causer XLM, d'après ce qu'on a vu. Mais ce qu'on voit, c'est que quand même XRP reçoit en causalité d'XLM. Donc c'est surtout ça. Mais en agrégé, si on faisait une analyse de lead lag, je ne sais pas en quelle mesure vous êtes familier avec ces choses-là, mais par exemple, on va regarder en haute fréquence, on va regarder des estimateurs de corrélation, type Hayashi Yoshida, et on va regarder en fait, quand on regarde la corrélation entre, je ne sais pas, le return, on regarde les returns à 1 milliseconde, le return 1 milliseconde de Bitcoin et le return 1 milliseconde, mais 30 millisecondes plus tard, par exemple, de XRP, ben, peut-être que c'est là que la corrélation va être maximisée, okay, par rapport à ce lag-là dont je parle, à cet horizon. Donc si on regarde en fait cette corrélation-là, qu'on estime en fonction de cet horizon-là, à un moment donné, pof, ça fait un pic, puis ça redécroît, et là du coup on a cette valeur de lead lag. Okay. Donc en gros, Bitcoin, il lead de, je sais pas, je donne un chiffre au hasard, il lead de 5 millisecondes XRP. Si on voit que cette corrélation-là, par contre, elle est négative, la maximisation, bah là, ça veut dire que c'est pas leader, c'est lagger, c'est en retard. Et donc, si on fait cette estimation dont je parle de lead lag, okay, sur les paires XRP USD et XLM USD, bah, certainement qu'on va avoir XRP, ça va être positif et XLM, ça va être négatif. Et ça va être moins le truc d'XRP. Okay. Donc, pour répondre à ta question, il y a de fortes chances qu'XRP soit leader par rapport à XLM en utilisant cette définition-là que je viens de te donner, de leader lager. On parle de corrélation, on parle d'une relation réciproque. En gros, c'est une forme d'association. Alors là, c'est une corrélation, mais c'est une causalité au sens... alors, c'est au sens d'Engelgranger, c'est ça. C'est au sens d'Engelgranger, c'est-à-dire que je regarde la corrélation, mais à un lag. C'est comme si je regardais la corrélation du prix d'Amazon à l'instant T sur le prix de Google à l'instant T-1. Là, c'est plus de la corrélation qu'on regarde en fait entre les deux objets X et Y. C'est de la causalité, mais avec un lag. Okay. Ouais. Est-ce que à cette échelle-là, on cause... Alors évidemment, c'est une corrélation linéaire. Ça, il y a toutes les explications de c'est une régression fallacieuse ou je sais pas. Il y a plein de choses comme ça. Et évidemment, ça c'est mathématique, ça a été géré. Mais en tout cas, ça c'est de la causalité, ouais, quand on regarde la corrélation avec un lag. Donc, qu'est-ce que vous appelez comme causalité ici? Ben, justement, non. Là, on n'est plus sur Engelgranger. Là, vraiment, en fait, c'est la définition de l'objet. L'objet lui-même, c'est de la causalité. En fait, on regarde les taux d'arrivée des événements et comment ils bougent quand il y a des événements qui arrivent.
Donc en fait, on regarde la causalité là. C'est l'essence même de cet objet-là. C'est pas de la corrélation, le hoax. On n'est plus sur de la corrélation. Et pour revenir sur la corrélation, c'est... Alors, on parle de corrélation, haute fréquence, tout ça, mais c'est pas forcément un objet qu'on va regarder à l'échelle de la haute fréquence. La corrélation, on va regarder sur un échantillon, on va la calculer sur une fenêtre. Ça va être... alors, il y a des traders haute fréquence qui utilisent de la corrélation, mais ils vont calculer cette corrélation-là pas à l'échelle de... ils vont pas la regarder sur une fenêtre de taille 1 milliseconde. Ils vont la regarder sur une fenêtre de 1 seconde. Ils vont même pas regarder en secondes, ils vont regarder en nombre d'événements, mais voilà, ils vont regarder un truc sur un peu plus grand quand même. La haute fréquence, vraiment, c'est même plus en dessous d'1 seconde. La haute fréquence, c'est vraiment à l'ordre de la milliseconde, microseconde qu'on regarde. Okay. Donc là, pour le coup, en haute fréquence, l'objet le plus, de mon point de vue, l'objet le plus adapté, le mieux adapté pour cette tâche-là, c'est plutôt regarder des choses comme ça. Peut-être pas forcément Hawks, regarder peut-être d'autres outils, mais plutôt des processus ponctuels avec des taux d'arrivée d'événements et voir comment ces taux-là bougent quand les événements arrivent. J'ai plusieurs questions pratiques, Ouais. donc j'en ai quatre questions. Ouais. Donc une première plus sur la théorie. Il y a un certain temps, on inversait les matrices avec du gradient conjugué. Est-ce une méthode que vous avez regardée ça ou est-ce Non, une méthode que... ça j'ai pas regardé. D'accord. Non, j'ai pas regardé. Mais ça doit être dans les, ça doit être implémenté. Donc vous avez fait réseau de neurones, ok. Ouais. Et au niveau capacité de calcul, vous avez besoin de quoi pour faire vos inversions Donc vous utilisez quel genre Inversion de système? Oui, pas vos calculs de réseau de neurones. Ah, pour l'estimation. L'apprentissage et toute la partie Ouais. au niveau CPU. Alors là, pour ces expériences, j'utilisais 12 cluster CPU, HPC, je crois. Vous êtes sur du HPC ou c'est Non, pas forcément. Non. D'accord, Non, là, on l'a même pas lancé sur le mésocentre ruche de Centrale. J'ai fait sur mon ordi 12 D'accord. CPU, j'ai utilisé. Enfin, sur le serveur, 12 CPU et ça prenait... bon, ça, c'est la data. Ça, après, la data prenait 10 gigas de RAM, mais... ok, donc c'est pas... très abordable. Ouais. C'est très abordable, ouais, totalement. Et après, si on met 100, 200, 300 CPU, ça va extrêmement vite. Là, l'expérience, elle met... je sais plus, je crois que ça met 1 heure ou 2 heures à tourner. Ok. Et alors après, sur les gros volumes, vous avez dit des ordres qui sont à 500 000 $, $1 million. Ouais. Je suis un peu surpris qu'on ait ça sur des... sur des exchanges, parce qu'en général on passe par l'OTC pour ça, quand c'est les très gros volumes, justement pour éviter... vous seriez surpris de voir ce qui se passe. Ça m'étonne pas mal, quoi, parce qu'en il y en a. Et justement, dans ces cas-là, ça peut être la manipulation sur les de marchés marché, parce tradis, qu'on ça évite n'existe de faire- pas. On évite de faire ça pour éviter de manipuler le marché, on évite de faire des gros trades pour trop influer, quoi. Typiquement sur les marchés tradis, vous balancez un marketable de 3 millions de $, il y a votre collègue de chez Jump qui vous appelle et qui vous dit qu'est-ce que tu es en train de faire en fait. Alors que sur les exchanges centralisés, alors oui, Coinbase j'ai vu, Ils ont l'OTC aussi, Gemini Coinbase, aussi. J'ai vu Bitstamp, Kraken aussi, j'ai vu des ordres vraiment où on voit le prix d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'on pourrait se dire quand il y a un ordre de 2 millions qui passe, le prix va s'écrouler, mais pas du tout. En fait, le prix, donc il y a l'impact instantané et le prix il revient en fait. Moi je pense que c'est le fait que le marché soit autant fragmenté, qu'il y ait autant de prix de référence. Les market makers ont tous un prix de référence et en fait si ça tombe instantanément avec une petite échelle de temps sur un marché, ils se disent pourquoi ça tomberait sur les autres en fait. On va pas coter différemment sur les autres et du coup ça me ramène à ma dernière question, justement, c'est sur l'application à la manipulation de marché. Alors là, vous avez donné des indications, peut-être des corrélations entre XLM et XRP, mais là on parle justement de gros volumes qui peuvent faire des mèches qui vont gratter l'idée, des ordres de retail, des choses comme ça. Donc est-ce que vous pouvez voir, est-ce que l'application justement à ce cas-là, alors la première, là ce que je suis en train de regarder c'est le spoofing typiquement. Et en fait, ce que je regarde, c'est... alors, je suis dans un système, il y a 4 types d'événements. Il y a les marketables, ou plutôt, on va faire les choses simples. Il y a les mouvements de prix à la hausse, je dis que c'est un événement. Mouvement de prix à la baisse, je dis que c'est un événement, un type d'événement. Les ordres limites au bid, je dis que c'est un type d'événement. Les ordres limites à l'ask, je dis que c'est un type d'événement. Et en fait... Quand il y a l'idée du spoofer, c'est quoi? C'est qu'il va mettre un très gros ordre. Alors c'est dommage, j'aurais pu vous montrer un dashboard, par exemple de Bitcoin, de Coinbase pour illustrer ça. Mais en fait, imaginez, vous avez le carnet, ici vous avez l'ask, ici vous avez le bid, ici vous avez le mid price. Et en fait, le spoofer va placer un très gros ordre ici, pas trop proche, il ne veut pas se faire exécuter, il va le placer par exemple là, à, je sais pas, 50 points de base, 1%. Et en fait, en plaçant ce très gros ordre là, il va augmenter l'imbalance.
Et en créant de l'imbalance, il va causer soit des markets, soit le prix, des hausses de prix. Et donc, on pourrait se dire, tiens, si je regarde la causalité d'arrivée d'ordre limite bid sur augmentation de prix, j'ai tout. J'ai toute l'information qu'il me faut pour savoir si sur cette crypto-là, il y a de l'activité, il peut y avoir de l'activité manipulatrice. Parce que j'imagine que sur les marchés traditionnels, ça ne va pas être si facile de faire ce genre de choses. Et en plus, ils le font, hein, mais ils le font beaucoup moins parce qu'ils sont punis, quoi. Mais au niveau régulation, ça va venir. En tout cas, en France, il y a déjà... Sur les cryptos ? Oui, sur MiCA et choses comme ça, on commence déjà à demander des outils d'observation de la manipulation du marché. Ouais. Mais après, je ne crois pas trop que ce sera rapide sur ce genre de choses, hein, parce que les exchanges ont trop à perdre à punir ça. Hein. Je propose de remercier encore Merci. notre speaker et Merci beaucoup. de continuer la conversation devant un verre de champagne, parce que là, je